On a craqué un peu post-Covid, comment faire rentrer des gens du jour au lendemain dans nos restos, vite atteindre une taille critique. Quasi en un mois, on est à 80% du potentiel. On retrouve les bons piliers et on voit que la clé, c'est de les avoir bossés dans le bon ordre. Si t'avais dit dès le début, vas-y les gars, on fait une marque et on met tout sur les réseaux sociaux, je serais probablement planté. J'ai commencé à m'inquiéter des réseaux sociaux vraiment l'année dernière. Alors la première règle absolue dans le commerce, avant de te dire que je deviens le roi des réseaux sociaux, avant que je te dise que je vais faire des RP, nanani, nanana, c'est l'emplacement. T'as 3 règles, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et chaque fois qu'on a tenté un coup de panache, à chaque fois on s'est mangé. Parce qu'en fait la vraie première étape, c'est déjà savoir qui tu es. Et ton premier média, putain, c'est ton point de vente. Merde, Ouais. prends du temps pour trouver l'emplacement juste, dis non à 100 points de vente et dis oui au 101ème. Fais un branding qui soit juste, une expérience in-shop qui soit juste, produit qui soit juste. Avant, mettre 1200 balles pour faire venir machin from Paris qui va goûter, qui va faire un jeu concours. Alors c'est super, souvent c'est de la vanity metrics ça. Salut Matt, ça va ? Mais ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invite sur Bonne Réputation. Écoute, merci à toi de vouloir me laisser parler pendant 1h30. À tes risques et périls. À mes risques et périls. Non, franchement, je suis trop content de faire cet épisode avec toi. En fait, c'est important pour moi de faire cet épisode avec toi parce que ce podcast qui s'appelle Bonne Réputation, en fait, traite de marque personnelle. Donc, on parle de communication personnelle, s'exprimer en son nom quand on est entrepreneur au service de sa boîte. Ouais. Et en fait, on pense souvent... En tout cas, moi, dans mon milieu, moi, je suis indépendant. J'ai beaucoup bossé dans le milieu des startups, dans la tech. On pense souvent que c'est réservé soit aux indépendants, soit aux start-upers, entrepreneurs qui vont vendre un service dématérialisé, genre un service B2B, pas un truc physique, local, etc. Et j'aimerais bien prouver le contraire dans cet épisode, puisque toi, tu as fondé, on va en parler, une chaîne de restauration grecque qui s'appelle Gallica. C'est physique, c'est un business qu'on pourrait dire traditionnel, et tu as réussi à te faire un nom dans ce milieu, en tout cas une crédibilité, en partant de rien et en venant pas du tout du milieu, puisqu'on se connaît depuis avant. Et donc je voudrais comprendre un peu comment tu as fait ça, en fait, en partant de rien. Il y a peut-être eu le syndrome de l'imposteur, peut-être pas du tout, mais voilà, j'aimerais comprendre comment tu as fait ça, et je pense que ça pourrait aider pas mal de monde à se dire, ok, si lui il a quand même pas mal pris la parole en son nom, il a réussi à créer un truc, créer une marque de sa boîte, mais aussi se faire un nom en tant que Julien dans un milieu traditionnel, verrouillé, sur un business physique. Je pense que si tu as réussi à faire ça, ça peut aider pas mal de monde. Et avant ça, je vais te laisser te présenter. Ok, merci pour l'intro. Écoute, je suis donc ravi d'être avec toi. Je me présente rapidement. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a un moment maintenant. C'était il y a plus de 10 ans. Oui, c'était en 2013. Voilà, donc 10 ans, une grosse dizaine d'années chez Unilever. Chez Unilever, rien à voir avec la restauration. Après, il peut y avoir la food, un tout petit peu. Mais nous, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Parce qu'on était chez les glaces, équipe qui s'occupait de Magnum, Carte d'Or, Ben & Jerry's. Il y avait quoi, Cornetto, donc voilà. Mais c'était cool, hein. Toi, t'étais en trade marketing, moi en market. C'est ça, catégorie manager. Exactement. Catégorie manager. C'est vrai, putain, ça nous ramène. Mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux, Unilever est derrière un portefeuille de plein de marques qu'on achète en supermarché. Et donc, le métier d'Unilever, c'est de vendre ces marques-là à du Leclerc, de l'Intermarché, etc. Donc, on est quand même loin de la restauration grecque. Absolument, exactement. Mais on disait déjà pas mal de conneries. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est vite bien entendu, on a bien rigolé. Mais c'est important de revenir dessus parce que je sais pas pour toi, parce que tu es resté aussi longtemps que moi, je pense à peu près 4 ans. Et ça a été mieux que pour moi, ça a été ma vraie école. Tu vois, tous les jours, ça a été comme si j'allais apprendre de nouvelles choses. Je me suis nourri pendant 4 ans, c'était fascinant. Je ne regrette pas d'être parti, mais je ne regrette pas d'être passé par là. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui sont encore dans mon premier cercle aujourd'hui. J'ai développé des compétences et des capacités que je n'aurais jamais pu développer ailleurs que dans des boîtes de ce niveau, parce que quand on parle, faut pas oublier, et ça c'est un truc que je répète souvent aux jeunes gens qui me demandent des conseils sur l'entrepreneuriat ou en général pour emprunter un chemin dans leur carrière, c'est que souvent on tourne le dos aujourd'hui aux très grosses structures. C'est vrai, parce que ça fait fantasmer d'aller bosser chez je sais pas, je donne des exemples. Alors, c'est des très très belles boîtes, attention, mais du Payfit, d'Alan ou les dernières startups à la mode. Exactement, qui sont des très belles startups qui là en l'occurrence, c'est 2 très belles startups très sérieuses.
Et en fait, on oublie que d'aller bosser chez Unilever, c'est d'aller bosser chez quelqu'un qui est soit leader, soit challenger d'un marché. Et donc, sur chaque verticale métier, c'est les meilleurs des meilleurs. Et tu vas tirer, en fait, tu vas essorer la compétence. Donc, en fait, tu vas aller chercher en catégorie management, c'est les meilleurs en catégorie management. En marketing produit, c'est les meilleurs marketing produits. C'est beaucoup plus. Enfin, c'est compliqué d'une autre manière de se maintenir au top niveau dans un marché ultra concurrentiel que de commencer de zéro où tu es un peu plus cow-boy. Donc, tu vois, c'est là où on a appris et j'ai appris énormément de choses sur moi et en compétences qui ont été mis au service après derrière de Gallica. Et je savais dès le jour 1 chez Unilever, pour boucler la boucle de la présentation, que j'allais dans l'entrepreneuriat. Je l'ai dit à l'entretien, je ne sais pas si tu te souviens de Valérie Osmond. Je me souviens de Valérie Osmond, qui m'avait dit tu te vois où dans 10 ans. Je lui ai dit plus chez Unilever, je serai à nouveau entrepreneur, c'est un non-sujet parce que j'avais créé une boîte pendant mes études. Je savais pas ça. Maintenant tu le sais. Ok. Et une boîte et petite parenthèse, c'est ce qui nous un point commun avec mon associé, une boîte dans l'alcool. J'avais rejoint deux potes qui avaient créé une marque de champagne. Ils avaient la chance d'avoir un réseau en Champagne et gentiment un producteur leur avait réservé et fait un assemblage, donc à X bouteilles par an, je me souviens plus précisément. Okay. Et on le développait en fonction des endroits où on était pour nos études. Donc moi, j'étais dans la région Lyon et Genève, franco-suisse, donc je passais beaucoup de temps en Suisse. Et on le développait là. Eux étaient en Angleterre et on essayait de bricoler, parce que c'est le mot, tu vois, de vraiment bricoler. Et c'est là où j'ai compris un truc, justement, c'est que l'entrepreneuriat, c'était objectivement et certainement ma carrière. Par contre, j'ai bien compris que je savais rien faire, tu vois, et que ça me ferait du bien de... j'étais pas aussi cow-boy que j'imaginais, ça m'a fait du bien d'aller chez Unilever. Je me suis dit, ok, go, il y avait une opportunité d'aller chez Unilever dans le cadre des études, et c'est comme ça que j'ai fait ça. Et au bout de 4 ans, au détour d'une rencontre qui est Jean-Philippe, mon associé, avec qui j'ai cofondé Gallica, Jean-Philippe Sell, qui lui-même est issu d'un milieu professionnel, alors plus proche que moi, mais quand même... pas à 100% de la restauration, il était dans l'hôtellerie, où il était DAF et directeur des achats d'hôtels d'un petit groupe hôtelier, enfin d'un groupe hôtelier hongkongais qui avait des hôtels en France, donc qui s'occupait de la France. On s'est rencontrés et on s'est dit, ok, on est très heureux dans nos business, respectifs à date, mais on s'ennuie un peu. On a tous les deux monté une boîte avant et on a tous les deux envie de remonter une boîte. On est méga complémentaires. En compétences et en attitude, tu vois, vraiment, c'est vraiment un Lego, le truc, tu vois, on est vraiment différents, mais en même temps, on fonctionne bien ensemble. Donc, go, essayons et posons-nous des questions. Et on s'est posé plein de questions, on avait une certitude, c'est qu'on adore le business à l'ancienne, acheter, transformer, revendre, tu vois. Si en plus il y a un point de vente, ça nous excite. Ça, c'est mes résidus Unilever, tu vois, je pense. Et je me souviens toujours d'un truc, je dis toujours à mes équipes, tu te souviens à l'époque, il y avait Paul Polman, qui était Big Boss Monde, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et il disait, ton premier média, c'est ton shop. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué, que j'aimais bien comme idée, tu vois, avant de partir dans tous les sens. C'était déjà, tu fais bien ça. Et du coup, ça m'avait laissé une trace. JP, hôtellerie, grand fan d'hôtellerie, donc cohérent, grand fan du truc. Donc on s'est pris, en plus, je vais être honnête avec toi, nous, on comprend rien à la tech, dans le sens où on comprend l'impact que ça a, comme dit, on comprend que, mais on se voit mal monter un PNL. Tu vois, un business avec un PNL où en fait la renta n'est pas importante. Non, mais c'est un vrai. Alors maintenant, c'est de moins en moins vrai, enregistré en 2024. C'est moins vrai qu'il y a. Oui, c'est plus compliqué en ce moment. C'est des vagues. Exactement. Mais ces 10 dernières années, tu vois, genre les mecs, tu as des exemples de boîtes sans en citer qui ont quand même levé des patates et des patates sur une intuition et une tendance, tu vois. On va dire sur des slides. Sur des slides. Meilleurs exemples, c'est genre Gorillaz et compagnie. Ils t'entendent. Ouais, je sais, mais c'est admirable d'avoir. C'est aussi une compétence d'arriver à faire ça. Il y avait peut-être une tendance, et puis il faut tenter. Et il faut tenter. Mais tu vois, ça, pour nous, c'était inenvisageable parce qu'on ne comprenait pas le truc, on n'était pas à l'aise. Donc c'était logique pour nous de nous lancer là-dedans. Et on a tout exploré. À un moment, on a même envisagé de lancer une marque de ballerines. Oui, marque de ballerines. Mais attends, mais je suis sûr que ça doit être un marché de niche incroyable. En fait, on pense aussi, c'est parti du principe que toutes nos potes, meufs, mettaient des ballerines l'été. Tu sais, elles en avaient de 2, 3, 4 couleurs, où on avait dans le sac à main avant de remettre des talons, machin et tout, tu sais, avant d'aller en rendez-vous, genre de truc, et on se dit... Ah, tu fais ça made in France. C'était exactement avec l'idée. Des trucs qui s'usent moins vite, parce que les ballerines, les trous. Elles les défoncent de ouf. Voilà. C'était exactement ça. Et avec une petite marque sympa autour, la possibilité, tu en as 2, 3, 4 pour la saison. Alors à l'époque, nous, on avait regardé la France très rapidement, mais ça coûtait trop cher parce qu'on voulait un positionnement prix accessible. Donc on a regardé le Portugal, donc on s'était rapproché d'usines. C'était excitant, mais en fait, c'était les ballerines, ça nous parle pas, quoi, tu vois. Et donc du coup, il y a un autre truc qui nous parle beaucoup plus, c'est la bouffe. Tu vois oui, alors Gallica. Et du coup,
on a fermé tout ce qui n'était pas bouffe et on a exploré plein de trucs, de la pâtisserie, le monoproduit, etc., etc. Et un jour, et je n'ai pas une histoire pour la presse, c'est vrai, je partais faire des courses, en l'occurrence. Bref, je me vois précisément où j'étais. Et JP m'appelle, mon associé, et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé, tu sais ce qu'on va faire? On va monter un resto grec. Et là, moi, alors, je dis oui, ok, pourquoi pas. Il me dit, écoute, là, je suis en Grèce. Il y a une très jolie histoire familiale avec la Grèce. Je suis en Grèce avec 10 potes français. On est assis dans une espèce de rade, une taverne dans un petit village, sur une table en plastique Myco, c'est ces tables que tu qu'on voit partout. Voilà. Myco, c'est Unilever. Voilà, exactement, et qui en autant on voit partout. Et on mange ce qu'on appelle le souvlaki pita ou le gyros pita, et c'est simplement un pain pita moelleux, grillé, tzatziki ultra frais, sauce au yaourt grec pour ceux qui voient pas ce que c'est, des légumes ultra frais et une viande seulement rôtie, et c'est juste umami comme on dit dans le métier. Tout est juste, tout est bon, et c'est toujours un moment convivial et bon. Et là, d'un coup, dans nos têtes, tout s'est rassemblé, tu vois, en se disant, mais en fait, l'univers, tout ce qui est le mythe autour de la Grèce est énorme, c'est connoté ultra positivement. Ça s'est vérifié en plus après dans les 2-3 études qu'on a fait pour vérifier. Aujourd'hui, à Paris, quand on parle de grec, on parle d'un kebab, c'est faux. Donc, l'angle d'attaque, c'est rendons ces lettres de noblesse à ce qu'on appelle un grec à Paris. On va montrer aux Parisiens ce qu'est un vrai grec. Et du coup, notre première affaire qu'on a ouvert en juillet 2015 dans le quartier de la Madeleine à Paris, sur un positionnement très confortable pour des restaurateurs, le métier du midi en semaine. Donc, on est la cantine des gens qui n'ont pas de cantine. C'était un comptoir à pita où on proposait la recette traditionnelle comme tu peux la trouver dans n'importe quelle rade à Athènes et 4 autres recettes francisées qu'on proposait entre midi en semaine. Bleu, blanc, aseptisé, volontairement fait dans ce sens parce qu'on voulait vraiment s'éloigner de l'image du kebab, parce que très longtemps on nous disait vous faites du kebab. Non, on ne fait pas du kebab. Donc, sans critiquer ce marché qui est un énorme marché, le kebab, mais ce n'était pas notre volonté, tu vois, on voulait voilà. Et on a ouvert ça en juillet donc 2015. Ça a tout de suite très bien marché. Tu vois, on a tout de suite été très heureux du résultat. Les gens étaient contents, ont embrassé le truc parce que vraiment c'était un cliché. Tu te baladais dans les Cyclades. Je pense que tu étais venu dans le premier. C'était bleu, c'était blanc. Je suis venu goûter avant que vous ouvriez. Je suis venu faire testeur de recettes. Exactement, le soft opening, absolument. Et ça a été le début de l'aventure en juillet 2015. Voilà. Et depuis, vous en avez ouvert 8. Depuis, il s'est passé 1 million de trucs, dont des échecs, et je suis sûr qu'on va en reparler. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui d'ailleurs. On en a aujourd'hui. Alors, on a fait évoluer le concept déjà, parce qu'on s'est rendu compte, je te la fais très courte, mais globalement, que sur 10 personnes qui s'arrêtent devant Gallica, il y en a 3 qui veulent manger une pita, les autres ils veulent manger des lasagnes et l'autre il veut manger une salade. Donc, on s'est dit, bon, ce serait quand même cool de faire plus de chiffres, même si ça marchait très bien. Alors avec le recul, on trouvait ça exceptionnel. Aujourd'hui, si j'avais une affaire qui faisait ce chiffre-là, je considérerais que c'est un échec. Mais pour l'époque, c'était cool. Surtout qu'on bossait dedans, donc t'as pas les mêmes rationnels dans le PNL, tu vois. Donc voilà. Du coup, on a pivoté le concept où on est resté un bar à pita, sauf que tu le fais sur mesure. Tu choisis, tu as les étapes, on va dire un peu un salade bar, quoi, tu vois, ou à la Subway. C'est Subway qui a inventé le concept du je te prends en charge tout le long. Oui, tu composes ton... exactement. Enfin, c'est même Ford, c'est du Fordisme, même de la bouffe. Tu vois. Et on peut aussi faire des plats chauds et des salades. Voilà, sur mesure avec le même type d'ingrédients. Que des ingrédients qui sont évidemment pour 40 à 50% grecs, qu'on importe nous en direct aujourd'hui. Et le reste, c'est quasi tout français à 2-3 exceptions. Nos viandes sont évidemment françaises, mais il y a 2-3 exceptions qui ne sont pas encore 100% françaises, mais qu'on est en train de tendre à franciser. Ok. Voilà. Donc Gallica, c'est à la grecque, je crois. Gallica, c'est la signature. Ouais. À l'époque, pour te dire à quel point on voulait s'éloigner du mot grec, pour pas être assimilé, notre signature, qui était ultra méga parisienne et pompeuse, c'était Hellenic Foodies. C'était trouvé par un des meilleurs amis de JP, qui est Romain Raffard, le mec qui a monté Bergamote, tu sais, les fleurs, et qui était très bon en trucs comme ça. Il dit, pourquoi Hellenic Foodies? Putain, parfait. En 2015, en plus, tu tapais dedans, tu vois, foodies, fooding, machin, truc, chose. C'était parfait. T'as Hellenic, honnêtement, tu sais un peu, le bleu et le blanc, ça marchait. Et un jour, qui était en 2022, je crois, on était devant Gallica, un de nos Gallica qu'on a ouvert depuis, et il y a quelqu'un qui dit et tu viens, on va se faire un grec, mais tu sais, le vrai grec de Grèce. Et là, on se dit, bon, c'est bon, la mission, elle est réussie. C'est peut-être le moment de faire un refresh. On se posait la question de faire un refresh du branding et de l'univers et tout, amener un peu de chaleur, parler un peu plus de la Grèce. Et du coup, on a changé notre tagline, en effet, que maintenant, c'est Gallica à la grecque. Et à la grecque, c'est un mode de vie, tu vois, c'est la générosité, c'est la simplicité,
c'est la spontanéité, c'est définitivement pas de la sophistication, c'est pas notre style, tu vois, voilà. C'est comme on est, JP et moi, tu vois, on est un peu simple, on est un peu à l'arrache, mais on fait quand même les choses avec passion, envie et sérieux à la fin. Et avec tout ça, derrière, on a ramené un peu plus de couleur, un peu plus de chaleur, des nouveaux points de vente, ils sont beaucoup plus expérientiels et moins aseptisés, puisqu'on n'a plus besoin, en fait, aujourd'hui, tu vois. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, on a 9 restaurants, 8 à Paris et un à Bordeaux. Et un à Bordeaux, où tu habites maintenant. Où j'habite maintenant, absolument. Mais c'est un heureux hasard. Ça faisait longtemps qu'on essayait d'ouvrir Bordeaux et c'est notre premier restaurant en franchise. Les autres sont en succursale. Donc la différence, succursale, c'est nous qui possédons, qui exploitons et qui possédons le fonds de commerce. Ouais. Et franchise, c'est un partenaire entrepreneur avec qui on est lié par un contrat qui exploite Gallica. On lui doit des choses, il nous doit des choses. C'est simple comme concept. Voilà. Ok, donc c'est le début de la stratégie franchise. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un test. On se pose la question parce qu'aujourd'hui, on n'est pas fan à 100% du modèle franchise pour une multitude de raisons, si on y reviendra plus tard. Mais une des principales, c'est la légitimité que tu as de te lancer. Tu as la responsabilité de quelqu'un. Tu vois, nous, on a quand même une dimension humaine dans le projet Gallica qui est monstrueuse. Et tous les partenaires qu'on a au quotidien, enfin, c'est vraiment des gens qui font partie de notre cercle. Et on a du mal, tu vois, par exemple, de changer de fournisseur pour nous. Ça nous ouvre le ventre. Alors qu'il y a des réalités économiques, il y a juste un moment, il y a un mec, il n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire parce qu'on est passé de 4 à 8 restos en 2 ans, par exemple. C'est pas grave, il faut changer. Mais c'est un vrai sujet. Donc, la franchise, c'est le même principe. C'est que tu dis, attends, t'inquiète, mon gars, tu vas faire des fortunes avec nous. Parce que le mec, c'est quand même un franchisé, c'est un entrepreneur qui veut enlever une petite variable risque. Tu vois, dans le sens où il s'attache les services de quelqu'un qui sait faire. Donc, toi, tu as le devoir quand même de te dire qu'à la fin de l'année, il faut qu'il soit rentable, qu'il sorte un bon salaire. Si en plus il est marié, souvent, tu vois, le profil, c'est. Ils ont un peu, pas une famille, mais en tout cas, ils avaient un job avant. Tu vois, c'est souvent un peu. Voilà. Donc, il faut que tu sois certain que ton concept le rende heureux professionnellement, que tu sois capable de lui amener ce qu'il faut et qu'en plus, ça lui amène de l'argent sur une durée qui est entre 7 et 9 ans. Tu vois, donc, c'est pas neutre. Aujourd'hui, c'est Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est quand même pour la food, c'est un non-sujet. C'est comme Strasbourg. C'est les 2 grandes villes en France hors Paris qui sont exceptionnelles. Et c'est un mec exceptionnel, dans le sens où c'est un coup de cœur professionnel réciproque. Donc il fait partie un peu du projet de on teste la franchise. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, on ne se sent pas légitime d'ouvrir 100 restos d'un coup, parce que déjà, on bosse que le midi en semaine dans la plupart de nos affaires. Et, va t'installer à Nantes, tu fais pas ce qu'on fait à Paris de midi en semaine. Et on préfère prendre notre temps. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples dans notre métier de personnes qui se sont précipitées dans la franchise et qui aujourd'hui, alors certes, peut-être on fait beaucoup de pognon à titre perso, mais qui ont mis un peu des gens dans la panade. Voilà. Et on ne veut surtout pas être ces gens-là. Ok. Voilà. Merci. Franchement, on a bien planté le décor. Cool. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le passage par les grosses boîtes. L'entrepreneuriat fait rêver du monde, mais passer par des grosses boîtes comme Unilever qui sont là depuis longtemps, c'est traditionnel. C'est une vraie école. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et d'ailleurs, je suis passé dans d'autres grosses boîtes après. Unilever, c'est une boîte anglo-néerlandaise. Je suis passé dans d'autres grosses boîtes après, notamment dans le luxe français. Le niveau était beaucoup plus bas. Donc, il y a grosses boîtes et grosses boîtes. Et les boîtes comme Unilever qui sont dans une industrie qui souffre depuis longtemps et qui ont dû se challenger beaucoup, du coup, font qu'il y a des gens quand même avec un sacré niveau. Et... moi j'y suis resté 4 ans et j'ai rencontré des personnes que j'admire, qui sont des vraiment, épées quoi, qui sont vraiment les meilleurs marketeurs que j'ai rencontrés. Moi je fais du marketing, c'est chez Unilever, mais de loin. Et donc 100% d'accord avec toi, je suis content d'avoir rejoint, je suis content d'avoir quitté, mais super passage. Et ça m'aide beaucoup encore aujourd'hui, puisque moi je suis indépendant, donc je suis plus artisan qu'entrepreneur, mais ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup d'avoir eu ces notions, ce cadre. J'ai pas l'impression de partir de zéro, quoi. Non, Et on a posé le décor de Gallica. J'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu dis que tu as ouvert pas mal de restos. Tu en as qui ont moins réussi, tu en as qui ont réussi. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu t'assures en fait, de ramener du monde dans un restaurant que tu ouvres. Tu vois. Parce que tu te lances. C'est une question un peu technique. C'est comment tu fais, tu vois. Tu dis, je vais choisir un endroit et je veux être sûr. Non, mais c'est une bonne question, et pour être honnête, j'ai pas 100% des réponses. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un avant et après Covid dans mon métier. J'ai quand même un métier qui est particulier, qui est le midi en semaine dans les quartiers de bureau. Donc tu es obligé qu'il y ait du volume. S'il n'y a pas de volume, c'est mort. Je suis mort. Ah non, mais je suis mort. En plus, contrairement à 90% des autres de mes collègues restaurateurs qui sont ouverts le week-end, en semaine, voire même certains en continu, moi je plante une journée. Limite,
ça plante mon mois. Tu vois, j'ai 20,5 services par mois. J'ai 245 à 246 services par an. Je veux dire, je plante une semaine, tu vois, par exemple, quand on se tape des grèves de l'espace, que pendant une semaine, en fait, limite, il y a des restos qu'on doit fermer, je sais que mon année n'aura pas la même tête que l'année que l'année d'un autre. Alors, mes autres confrères restaurateurs aussi ont souffert je dis pas mais tu as plus d'occasion de te refaire la cerise, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et toi, t'es pas connu, t'as pas de marque, donc t'arrives, tu te dis, bon, j'ouvre un Gallica à la grecque, c'est super. Ouais, alors première règle absolue dans le commerce, mais vraiment, et ça, il faut l'appliquer tout le temps, avant de se dire que je deviens le roi des réseaux sociaux, avant que je te dise que je vais faire des RP, nanani, nanana, ou alors t'as les poches profondes pour les RP, t'es pas n'importe qui, tu vois, c'est l'emplacement. Et ça, je l'emprunte au boss pas le fondateur, mais le mec qui est devenu boss et qui a fait de Starbucks ce qu'il est, c'est que tu as 3 règles, c'est l'emplacement. Ça, c'est un non-sujet, mais absolu, tu vois. Et chaque fois qu'on a tenté un coup de panache, à chaque fois on s'est mangé, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est hallucinant. Après, aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser qu'on commence quand même à... Déjà, on a craqué un peu, je t'expliquerai post-Covid comment faire rentrer des gens du jour au lendemain dans nos restos et très vite atteindre une taille critique, tu vois, très vite quasi en un mois, on est à 80% du potentiel, tu vois. Mais aujourd'hui, comme je te dis, j'ai la faiblesse, je pense qu'on peut commencer à s'installer dans des endroits qui sont un peu plus compliqués et créer une zone de chalandise. Déjà, parce qu'on a un peu plus les épaules et les reins pour encaisser un ramp-up, donc une croissance un poil plus lente probablement. Et aussi parce que les personnes vont venir nous voir sans nous connaître, mais au moins ils taperont Gallica sur internet, je sais pas, ils verront qu'on a 9 restos, ils vont prendre le temps de... Quand t'es tout nouveau, t'arrives, mais que tapes Gallica, t'as une pauvre landing page ou machin, et puis même t'as fait la photo d'un sandwich, mais qu'il y a juste un resto, rien du tout, tu ne cesseras pas ton réflexe d'aller l'essayer en premier. Il y a des gens qui le viendront, les early adopters, comme on dit, mais ça peut prendre plus de temps quand tu vas dans une zone qui est un peu plus froide. Voilà. Donc le gros travail, notre travail aujourd'hui, c'est ça. C'est la première chose, c'est déjà ton emplacement. Ça te garantit déjà c'est la première bonne étape et que ça te simplifie un petit peu la vie, tu vois. Je me souviens d'ailleurs que tu m'avais dit pour tes premiers, je sais pas si tu le fais toujours, que tu allais dans la rue, tu prenais un clicker je fais toujours. Et tu te posais le midi et que tu comptais le nombre de passages devant ton futur lieu. Bien sûr. Ok, il y a 250 personnes qui sont passées. Et data quoi. Et ça, je le fais... Je le fais encore, on le fait encore. Alors souvent, c'est dans l'organe de la boîte, c'est plutôt moi qui le fais en premier. Ensuite, on va le prouver une deuxième fois avec JP et maintenant avec Gladys, notre directrice des opérations, parce qu'elle a cette sensibilité de terrain que nous, on commence à perdre de fait, tu vois. Et on le fait toujours. Et on fait pas que ça. Ça, c'est le comptage bête et méchant devant. Et après, tu en extrapoles un peu des stats. Mais voilà, tu vas regarder les concurrents qui y a autour. Tu comptes à peu près. Tu regardes les moments chauds, les moments froids. Tu vois, parce qu'il y a des moments, tu vois. Il y a certaines de mes affaires, je sais qu'elles plafonnent à date. J'aurais beau faire tout ce que je veux, je sais qu'elle plafonne parce que les flux sont particuliers. Tu vois, par exemple, il va y avoir un trou d'air pendant un quart d'heure. C'est énorme pour moi, un trou d'air d'un quart d'heure. Et c'est vrai pour tous les autres concurrents, mais je l'accepte. Je sais que j'arriverai à voilà, je sais que par contre, ce ne sera pas ma plus grosse affaire. Et du coup, on fait ça, on compte beaucoup, on sent les trucs. Tu vois, on voit, on regarde où les gens regardent. Quand tu traverses, là, je suis en train de voir avec JP et Gladys, du coup, prendre une affaire à Neuilly, en l'occurrence. J'ai des doutes sur Neuilly, je suis pas 100% certain enfin si je suis certain, mais ça dépend où. Et ben tu vois, par exemple là, l'autre jour je regardais comment les gens, quand ils traversaient le passage piéton qui est en face, dans quelle direction ils viennent déjà, tu vois, s'ils vont d'un côté ou de l'autre, ou comment ils tournent en sortant du passage piéton, ou regardent leurs yeux, tu vois, plein de trucs bêtes et méchants, tu vois. Et le commerce, ça reste, et encore le plus longtemps, je pense que c'est le dernier métier que je ferai chez Gallica, jusqu'à ce que je sois 100% remplacé un jour. Ce sera ça, c'est la strat évidemment le développement, mais ça sera le développement pur et dur point de vente parce que il y a un moment c'est limite un 6e sens. Ok, et tu disais que tu avais trouvé le truc après le Covid pour faire que un resto soit... Alors là, franchement, comment tu fais trouver des clients, c'est le défi de tout le monde qui lance une boîte, etc. Et toi tu te dis que sur un business physique, t'as trouvé un truc pour qu'il soit à 80% rempli en un mois quoi. Écoute, c'est une martingale qui est pas très compliquée en vrai. Mais alors déjà, on n'a jamais été très bon en marketing à part dans le point de vente. On a toujours eu des jolis points de vente par rapport à notre métier. Tu as une bonne expérience, tu as une lisibilité de l'offre qui est ok. Tu vois, c'est plutôt propre. Il y a un bon travail produit aussi. Mais le pur marketing, on va dire la pure com, on va dire. Alors du coup la com, pas le market. Là-dessus, on n'a quasiment jamais rien fait pour te dire à quel point on est catastrophique.
j'ai commencé à m'inquiéter des réseaux sociaux vraiment l'année dernière. Donc, tu vois, mais alors j'ai des questions à te poser. Alors, non, avec plaisir. Ça, j'ai des convictions assez fortes sur le sujet. Et qui viennent d'Unilever. J'aurais une anecdote d'ailleurs à te raconter sur ça. Du coup, il y a un truc qui a changé quand même après Covid, c'est que les gens ont mis du temps à revenir au bureau et ils ne sont pas 100% revenus. Donc la guerre est plus difficile pour toujours être plein dans les restos. Ouais. Okay, donc, en fait, déjà, il faut bien comprendre tes clients. Aujourd'hui, je les comprends bien, je les comprends pas très bien. Je les comprends bien, je sais pas précisément qui sont mes clients. Je peux pas te dire que c'est une femme de 34 ans et demi qui le week-end va à Deauville. Ça, je suis pas capable de te le dire, tu vois. Ouais. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une exigence dans le pouvoir d'achat, donc dans l'argent, je veux dire, la dépense. Donc, il faut qu'il y ait un value for money, comme on disait chez Unilever, qui soit très important, très juste et fair. Donc, quantité, rapport, qualité, prix. Donc, c'est vraiment, tu vois, des piliers qui sont, voilà. Il y a beaucoup de personnes dans mon métier qui s'éclatent, entre autres à cause de ça, tu vois. Donc, ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Nous, limite, on accepte que notre ratio FNB soit un peu trop élevé et que c'est un budget marketing pour nous, par exemple, tu vois. Donc, le ratio FNB, c'est quoi ? C'est la marge brute, c'est donc le coût de mes matières premières, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu au-dessus du marché. Et alors, on isole le sujet inflation, bien sûr. Et on accepte aussi que c'est une variable marketing, tu vois. D'accord, on a eu du mal et du temps à se le dire, mais on accepte, voilà. Et les gens viennent aussi pour ça, c'est la générosité à la grecque, hein, tu vois. C'est que tu en as un peu trop dans l'assiette, tu finiras peut-être le soir ou machin, mais c'est comme ça. Donc déjà, il faut que tu aies ça. Déjà, si tu as ça, une fois que la personne vient une fois, elle reviendra 2, 3, 4, 5, 6 fois. Deuxièmement, c'est le midi en semaine à Paris. Le midi en semaine à Paris, tu t'assois pas à table et tu refais pas le monde, tu vois. Un repas d'affaires à Paris versus à Bordeaux, c'est pas la même chose. Hein. Tu t'assois à midi, à Bordeaux, tu te relèves à 17h et c'est très bien, tu vois. À Paris, limite, tu t'assois pas à table où tu vas manger une salade dans une brasserie ou un plat du jour max. Et encore, ça, c'est un marché qui est compliqué. Du coup, il faut que tu aies une exigence de rapidité. Et c'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, nous, tu vois. Et ça, c'est un sujet, mon petit Matt, tous les jours, pour emprunter à, c'est pas de moi, hein, c'est d'Elon Musk, de Bezos, je crois. Chaque jour, c'est le jour 1. Nous, on n'est jamais content et tout le monde est comme ça dans la boîte. Et tu vois, on n'a peut-être pas été une boîte de marketing, mais par contre, on a été une boîte de process et de centimes depuis le jour 1. Et c'est à la fin de la journée, notre métier, c'est un métier de centimes, tu vois. Et de secondes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est notre KPI, tu vois ça. Et du coup, tous les process, on les réinvente constamment. On n'est jamais content, Donc en fait, quand tu viens chez moi, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit bon, que ce soit généreux et que les prix soient acceptables par rapport à la réalité de ton portefeuille. Ouais. Ça, déjà, c'est pas mal, tu vois. Si tu arrives à faire ça, et crois-moi, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas dans les chaînes de burgers, genre chez Big Fernand, où ils avaient chronométré, ils avaient un process super rapide. Super rapide, absolument. Exactement. Ça a été, eux, ça fait partie des premiers qui ont challengé la rapidité, le process. Et en fait, la réalité, elle est où ? C'est que très souvent, tu as des petits points de vente. Donc, comment t'as une double réalité qu'il faut que je fasse X clients jour. Ouais. J'ai 25 mètres carrés. Comment je fais ? Sinon, il faut que j'arrête mon métier, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça a été parmi les premiers à. Mais ça a été les premiers, mais après, ils ont vachement balancé, ils ont changé de strat, hein, tu vois. Maintenant, ils sont toujours très rapides, mais maintenant, c'est devenu un McDo du burger gourmet. Quand tu vas dans la différence, ça fait 150 mètres carrés, tu vois, c'est un peu différent. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, le point de vente, c'est ton premier média. Ouais. Hein, merci Paul Polman. Mais c'est vrai, tu vois, genre, aujourd'hui, tu vois, tout le monde nous dit qu'ils sont beaux. Moi, je ne considère pas que mes restos soient beaux. Tu vois. Il me manque toujours un truc, il manque de la PV, on n'est pas assez clair, net, tu vois, tout n'est pas assez lisible. Mais quand même, quand tu rentres chez Gallica, c'est une parenthèse. Quand tu passes devant, tu dis « Ah !» Tu vois, voilà, et que tu rentres dedans, il y a une parenthèse. Voilà. Et ça, c'est un point d'honneur. Et on a un budget dépenses par point de vente qui est, je pense, c'est que je sais, j'en suis sûr, un peu au-dessus de la moyenne de mon marché. Parce qu'on va mettre, tu vois, le dernier, par exemple, on a mis le tout dernier qui est rue du Commandant Rivière, dans le 8e, on a mis des espèces de tomates, c'est pas vraiment des tomates, mais donc tu rentres dans une espèce d'écrin, tu vois, t'as un olivier sur le côté, enfin, les mecs viennent chez moi, ça dure 10 minutes, tu sais pas, c'est pas forcément palpable, mais ça contribue à, et en tout cas, ils l'ont regardé pendant les travaux, ils ont vu le truc, tu vois, ça compte aussi pendant les travaux, ils voient machin et tout. Ça, c'est une des choses, et ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps évoluer. Combien de temps pour envoyer en moyenne pour envoyer un plat, du coup ? Toi qui comptes, etc., le process ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut encaisser 2,8 à 3 clients minutes. Ok. Donc, ça veut pas dire que tu mets... si, c'est à peu près ça, en fait. Si, c'est ça. Ouais, ok, c'est balèze. C'est à peu près ça. Ouais, ça, c'est les records. Les records sont autour de ça, tu vois. Et je pense qu'en vraie moyenne, quand t'es un peu... Parce qu'on n'a pas que des seniors qui tabassent, tu vois.
je pense qu'on est plus autour de 2,4, 2,5. Et ouais, c'est pas mal. Oui, c'est cool. Tu vois, dans les moments de rush, c'est pas mal. Tu vois. Ouais, 2,4 clients minutes, impressionnant. Et le. Ouais. Ok, putain. Mais 2,4, je vais te dire, en fait, il faudrait que je reprenne avec Gladys les chiffres. Mais je pense qu'on est plus au-dessus de 2,6 aujourd'hui en moyenne. Voilà. Et les vraiment bons sont plus autour de 2,8, voire 3. Ouais. Donc c'est cool, ouais. Mais ça nous satisfait pas aujourd'hui. Mais après, il y a un moment, il y a des limites réelles. Tu vois, sur 8 points de vente à Paris. On va parler surtout de cela parce que c'est pas le même process à Bordeaux, comme on est ouvert le soir et le week-end là-bas, c'est un peu différent, donc tu as moins l'exigence du rush. On a quasi que des petits restos, ils font tous entre 25 et 35 mètres carrés. On a 3 exceptions, on va dire. Donc en fait, il y a juste un moment où le 3 secondes déjà c'est le plafond de verre qui a déjà été pété, quoi, tu vois, parce qu'après il y a une réalité, tu peux pas mettre assez de monde derrière la caisse. Tu peux pas mettre de clients non plus, 25 mètres carrés, tu vois. Genre bien sûr. Bon, voilà. Et voilà, après nous, c'est un travail maintenant. Tu as RH, parce que je parle beaucoup senior, junior. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi nous qui avons le devoir de trouver de nouvelles idées, de nouveaux process pour te dire, en fait, j'arrive à encaisser plus de personnes dans l'orga, dans le flux, peut-être d'autres leviers de commandes. Mais pareil, c'est compliqué quand tu as 30 mètres carrés de mettre des bornes, par exemple. C'est la mode des bornes, merci McDo, un peu partout, mais tout le monde n'est pas McDo, tu vois, donc tu n'as pas 150 mètres carrés pour planter des bornes. Donc tu vois, c'est là, le challenge est là aujourd'hui. C'est comment tu augmentes ça, mais avec les outils qu'on a à date. Ouais, voilà. et en restant dans la même surface. Exactement. Et waouh, bon, merci. Le décor est planté, et je pense que même pour des gens qui bossent pas dans la restauration, on se rend compte des rouages derrière, en fait, qui sont. En fait, il y a de la passion, et il y a du business, et il y a du calcul, quoi. C'est pour servir, pour être généreux à la grecque. En fait, tu dois minuter, tu dois compter, tout est calculé. C'est exactement et ok, on va revenir sur on va parler de ta com ensuite. Oui. Mais je voulais savoir. En fait, je voulais un peu parler des peurs, tu vois, parce que là, c'est bien. On se parle. On est en 2024. Tu me dis, mais j'ai 9 restos, voilà, ça commence à tourner, je suis de moins en moins opérationnel, etc. Sauf que moi, je sais très bien que quand tu t'es lancé, c'est il y a 10 ans, que tu as commencé à bosser sur le projet. Tu partais de rien. Enfin, à la base, tu n'as rien à voir avec la Grèce, toi, et avec la restauration, quasi rien. Pas un gros consommateur. Et en fait, moi je trouve qu'on ne parle pas assez des peurs. Tu vois, les peurs de. Ma question, elle est là-dessus, c'est les peurs quand tu t'es lancé et celles qui sont aujourd'hui, parce que potentiellement ça évolue. J'aime bien aussi poser la question de ok, c'était quoi tes peurs quand tu t'es lancé et tes peurs aujourd'hui, parce que peut-être qu'elles évoluent, ou peut-être justement ça peut montrer aux gens que même quand on atteint un certain niveau, elles sont peut-être toujours là. Enfin, en tout cas, moi, je suis persuadé que les peurs font partie du décor et doivent le faire, tu vois. Je peux parler de moi. D'ailleurs, ma vie a changé le jour où j'ai compris qu'il fallait plutôt que je suive ma peur du rejet, plutôt que je la fuis, tu vois. Va faire un podcast, va aborder des inconnus, va prendre la parole, embrasser ta peur. Va prendre la parole en public, tu vois. Parce que pour moi, tout le monde a peur, et surtout quand on a peur, on est dans le vrai, tu vois. Donc si je suis ma peur, quelque part, je vais l'apprivoiser. C'est pas elle qui va avoir le contrôle, et elle va faire un peu partie intégrante de ma boussole, parce que pour moi, plus la peur est grande, plus le cadeau est grand derrière. Souvent c'est un peu ça s'est souvent vérifié. Et du coup, voilà, je voulais savoir un peu toi, c'était quoi tes peurs au début, si tu t'en souviens, parce que pour des gens là qui se lancent, qui peuvent avoir des peurs, ça peut rassurer, ça peut aider. Et c'est quoi les peurs aujourd'hui? C'est peut-être les mêmes. C'est une bonne question. Alors ce qui est sûr, c'est que des peurs, il y en a. Si quelqu'un dit le contraire et dit qu'il n'y a pas de peur, c'est faux. Il y a plein de choses qui sont paralysantes. Il y a plein de c'est très bien. J'aime beaucoup ta vision du truc. C'est qu'en fait, ta peur, il faut comprendre. Enfin, faut l'embrasser, quoi. Il y a juste un moment où et souvent, d'ailleurs, c'est irrationnel. Dans 90% des cas, les peurs. Complètement. C'était conditionné par je sais pas quoi, mais par plein de choses. Alors, la peur, les peurs, il y en a. Je pense qu'elles ont évolué. Il y en a certaines en fond qui restent, tu vois. Mais au début, les peurs sont très simples. La première peur, c'est de te dire... c'est l'argent dans mon métier, par exemple. Tu vois, dans le métier de la restauration, ça n'existe pas de faire pas cher. Tu vois, donc, quand tu commences, tu n'as pas de cash. On ne se parle pas de levée de fonds. Alors, ça commence à être à la mode de lever des fonds dans la restauration. À l'époque, ce n'était pas un sujet. Il y avait 2-3 acteurs vite fait, mais c'était rare. Il fallait déjà avoir fait la preuve du concept. Donc, c'était toutes tes économies. Moi, j'ai mis toutes mes économies. JP, pareil, il a mis... toutes ces économies dans le projet, et
enfin, tu vois, j'avais pour la première fois du cash de Unilever. Tu vois, j'étais parti dans le cadre d'un plan social, il me semble. Tu vois, j'avais demandé à faire partie parce que j'avais le projet entrepreneurial. 100% de mon cash que j'avais récupéré aurait pu me servir à acheter un appart, sécuriser un truc. Et non, j'ai décidé de le mettre dans la boîte. Objectivement, à l'époque, c'était pas une peur parce que je suis convaincu que quand tu veux devenir entrepreneur, tu dois avoir une certaine légèreté face à certaines choses. Il faut être pétri de conviction et avoir cette envie de marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a des peurs que tu enfermes dans une boîte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Celle-ci, elle m'a jamais pétrifié, mais parfois elle me traversait l'esprit. Tu vois, dans le sens où et comment je luttais contre. Tu vois, je me réveillais au milieu de la nuit en me disant, oh putain, ok, si ça marche pas, là on a 2 mois de retard sur les travaux et tout. Et comment je vais rationaliser? Un, je me dis, bon, je suis associé à quelqu'un qui est le roi des chiffres, ça me rassure. 2, on a fait nos devoirs. Ok, c'est bon, gars. On a compté les gens, on sait on a vu les concurrents, on n'est pas bête, on n'est pas plus bête que les autres, on va y arriver. Et la 3e, je vais te dire un truc. Alors, ça n'a vraiment pas passé pour. Mais en fait, il y a un moment, si je me plante, je réussirai le truc d'après. Ouais. Et c'est que de l'argent. Et alors, c'est facile à dire, tu vois, c'est que de l'argent. On ne se parlait pas non plus des sommes astronomiques à l'époque, mais quand même, tu vois, je pense que c'est 30 000 euros chacun ou 50 000 euros chacun. C'est pas neutre, mais finalement, cet argent, il est arrivé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que 10 ans après, il allait avoir 200 000 euros qui allaient arriver comme ça parce que j'aurais raté Gallica, mais j'aurais appris plein de trucs, j'aurais retrouvé un job chez Procter, par exemple, je sais pas où, et j'aurais eu un super. Ou autre chose, tu vois, et j'aurais. Ou chez McDo, parce que ça aurait été ma passion. Et donc, par exemple, cette peur-là, j'ai essayé, j'essaye aujourd'hui encore de la rationaliser, tu vois. Vraiment, je rationalise ces peurs qui sont purement matérielles. Ça, c'est déjà une première chose. Et celle-là, elle t'accompagne à des différents niveaux à chaque fois. Ouais. Tu as la peur de la rémunération, tu vois. Il y a eu un moment dans notre parcours professionnel, donc on était au chômage. Il y a un moment, on n'a plus été au chômage, donc on a dû commencer à se payer. Sauf que c'était le pire moment de Gallica. Tu vois, c'était l'affaire, tu te souviens, qui était rue Cadet, où tu étais venu me voir, je crois, une fois ou donc, 2. Ça a été l'un de vos échecs, c'est ça? C'est une ouverture qui n'a pas marché. C'était l'échec, où on a failli tuer Gallica. Genre, on s'est pas payé quand même pendant un an, JP et moi, et on bossait 6 jours sur 7, midi et soir. Heureusement, on avait une affaire qui tournait à côté, qui finançait le truc. Ça a été, et c'est là où on a réinventé le concept. On s'est dit, ok. Et je trouve que c'est ce qui a été la meilleure des. On avait rencontré un jour un gars. Plutôt solide, c'est le mec entre autres qui a fait de Léon de Bruxelles ce qui est aujourd'hui. Léon de Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le McDonald's des moules frites. C'est monstrueux comme boîte. Et le mec il a dit en fait il n'y a rien de mieux qui puisse arriver que de rater la 2e affaire. Et ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait tu sais pas pourquoi tu as réussi la première. Et ça c'est vrai. Et ça paraît trivial comme truc, mais c'est vrai. En fait quand tu es bon, et j'ai des exemples aujourd'hui de 2-3 restaurateurs qui ont réussi leur première affaire et qui partent comme des malades à se développer, soit en franchise, soit machin. Et ça, c'est une erreur, mais fondamentale. Dans nos métiers, on dit souvent que dans la restauration, souvent l'hypercroissance t'apporte de la simplification. C'est souvent ça, c'est ce qu'on dit, tu vois, dans la tech, dans machin. C'est pour ça qu'il faut scaler, parce qu'en fait, tu te dis, ce problème-là, en fait, on va l'étouffer par machin. Nous, non, nous, c'est faux, tu vois. Nous, on scale les emmerdes. On scale l'humain. Les humains, Dieu sait qu'on aime ça. Oui, t'es obligé d'avoir plus de monde. Exactement, donc plus de monde dit plus de problématiques. Et nous, on est à peu près 100 aujourd'hui. Crois-moi, c'est à la fois une source de réjouissance extrême au quotidien, comme une source d'emmerde à un niveau. Tous les jours ou toutes les semaines, j'exagère, il y a une histoire où on se dit ah ouais, au bout de 10 ans, je savais pas que c'était possible qu'on nous fasse ça. Tu vois, des trucs mais lunaires, voilà, stratosphériques, et tu scales la complexité parce qu'en fait, tu scales la bouffe. Et en fait, tu vois, il y a que McDo pour avoir le même goût du Big Mac à droite et à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Et puis maintenant, 2-3 autres chaînes, mais tu scales les problèmes de qualité, verrouiller des sourcings solides, etc., Donc en fait, il ne faut pas trop se précipiter parce que c'est très compliqué voilà. Et c'est ce qu'il nous racontait. Et donc du coup, lui nous a rassurés. C'est grâce à cet échec qui est vraiment un échec retentissant. Tu vois, vraiment des moments où on a fait des journées où on a vu 10 clients. Dans le PNL, il fallait qu'on en fasse 200 jours. Et on voyait 10 clients. JP et moi, on se regardait en chien de faïence. Et crois-moi, quand tu es commerçant et que tu as les gens qui passent devant ta vitrine, qui regardent, il n'y a personne à l'heure où il y a tout le monde à côté, ça fait froid dans le dos, si tu veux. Là, tu testes la résilience de ton association, tu testes ta résilience perso, la résilience aussi de ton cercle premier familial. Et voilà. Et là, par contre, ça a été magnifique parce que JP et moi, je me souviens de moments où on mangeait, parce qu'il fallait bien manger, tu vois, pendant que il y en a un qui était assis derrière le comptoir en train de manger le truc qu'on avait acheté à la boulangerie derrière. D'ailleurs, un truc que je peux plus manger tellement on l'a mangé, c'est une espèce de beignet dans lequel, tu sais, les pains dans lesquels il y a du fromage et du lardon ou je sais pas quoi. Maintenant, quand je les vois, ça me fait des hauts le cœur tellement ça me rappelle une époque où ça a été un peu technique. Et on a réinventé Gallica et le futur à ce moment-là.
Et là, on a été 2 à lutter contre cette peur. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça a été le travail acharné, tu vois. Et la confiance de certains proches. Et moi, à cette époque-là, vu que j'avais besoin de thunes, je me suis mis à donner des cours en école de commerce. Ça m'a donné une bouffée d'air frais. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi si tu as le luxe d'avoir une petite parenthèse professionnelle dans ta... Alors, c'est compliqué parce qu'on a des métiers très chronophages. Mais je dis pas multiplier les métiers. Parce que ça demande un talent et un niveau de travail qui n'est pas forcément donné à tout le monde, tu vois. Mais c'est juste d'avoir une parenthèse, ça te permet de t'aérer, d'ouvrir tes perspectives et de te rendre compte qu'il n'y a pas que ta boîte. Et ça te permet d'avoir des idées aussi, tu vois, et de te redonner de l'énergie. Bon, ça, c'est parmi les peurs. Ensuite, j'ai la peur. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur en flux tendu, je pense, depuis l'école. Parce que l'école et moi, ça a été vraiment un sujet très complexe. J'ai mis énormément de temps à avoir un diplôme, mais vraiment, c'était... Waouh, vraiment l'école. Tu sais, j'ai failli pas reprendre des études. À un moment, j'ai arrêté. J'ai tout fait. Hein. Je voulais être mathématicien. J'ai fait des études de maths. Ensuite, j'ai fait donc mon école de commerce. Mais je suis parti vraiment dans tous les sens, tu vois. Et j'y suis allé au forceps. Ça s'est très bien passé à la fin. J'ai quand même eu un diplôme, tu vois. Sinon, je n'aurais pas pu aller chez Unilever parce que c'est pas de diplôme. Tu peux pas rentrer chez Unilever. Il y a une petite sélection. Oui, voilà, exactement. Mais ça, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, d'avoir un peu ce côté un peu inconscient et insouciant de se dire mais en fait t'as fait HEC mais attends mon gars, moi je suis aussi intelligent que toi, ça se trouve, tu vois. Alors c'est pas formulé exactement comme ça dans ma tête, mais je me dis mais en fait on est conçu exactement de la même manière, tu vois. J'ai la chance d'avoir un socle familial très fort, genre une éducation très solide, du bon sens, des amis et un entourage qui réussit, pourquoi pas moi. Donc ça m'a donné ce moteur, mais en même temps je serai toujours le type qui a jamais et donc tu vois, donc ça me tient. Et j'ai toujours l'impression, tu vois, aujourd'hui, quand tu me dis c'est incroyable ce que tu fais, pour moi, j'ai juste 8 restos et je trouve que c'est pas bien. Je ne trouve pas que ma boîte est incroyable du tout. Tu vois, je ne vois que les trucs qui vont pas dans ma boîte, par exemple, tu vois. À part 2-3 exceptions, dont l'humain, tu vois, c'est ce qui me tient, l'humain, tu vois, dans ce truc. C'est pas ouvrir 8 restos de plus, tu vois. C'est la rencontre. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. On a fait un pop-up à la Samaritaine en 2023. C'est objectivement un accomplissement. À aucun moment, je l'ai pris comme ça. Tu vois, moi, c'est bien, ok, enfin, tu vois, genre, ok, on y arrive, enfin, on fait ça. Par contre, le call et ça a marché, ça a été sympa, on a mis en place, dédicace à Gladys qui a géré le truc, parce que c'était pas le même concept, on a réinventé le truc. On a fait de la prod en cuisine centrale, ce qu'on ne fait jamais. Normalement, nous, on produit tout dans tous nos restos, tu vois, pour la fraîcheur et tout. Là, on a tout produit, on a organisé de la logistique et excellente expérience Samaritaine si vous nous écoutez à regarder. Mais putain, en termes de process et de logistique, les mecs, c'est la NASA. Hein. Tu fais pas ce que tu veux. Il y a des trucs, des créneaux pour livrer, c'est une demi-heure précisément. Dans les livraisons à Paris, créneau d'une demi-heure pour livrer, mon pote, il faut y aller. Mais on a appris énormément de choses. Et ce qui m'a vraiment plu et m'a rendu heureux, c'est le call que j'ai fait avec le responsable du FNB de la Samaritaine. Enfin, c'est pas exactement la Samaritaine, c'est DFS, c'est la boîte, c'est une des boîtes de la galaxie Arnaud, tu sais. Oui, c'est LVMH. Hein, ouais, c'est exactement, tu vois, qui gère le FNB et qui m'a dit, franchement, ça a été génial pour nous aussi. Nous, on a dit c'était top, merci pour le truc, tu vois. Et il me dit, vraiment génial, expérience au top, équipe au top. Les gens disent que pourquoi Gallica est parti. Là, je suis content. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est clairement corrélé à ce syndrome de l'imposteur ou à cette envie ou cette insatisfaction perpétuelle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai appris à vivre avec. Voilà. Mais c'est intéressant parce que le syndrome de l'imposteur, je crois qu'il n'y a pas une personne qui l'a pas en fait. Hein. Bah, et d'ailleurs, j'ai remarqué en posant la question, je pose souvent la question, que c'est un truc qui ne disparaît pas en fait avec le temps. Non. À chaque étape, tu as un nouveau syndrome de l'imposteur. Il évolue quoi. La bête est féroce. La bête est féroce, néanmoins, comme toi, tu as embrassé cette peur. Alors, tu m'as donné 3 exemples très concrets d'action. Là, tu vois, j'ai la chance d'être très bien accompagné au quotidien dans ma vie personnelle. Ma compagne, c'est vraiment, elle m'a permis c'est un peu comme peut-être une petite console devant toi, machin. Bah, c'est pareil, tu vois, dans ma personnalité, elle arrive à faire baisser certaines choses, augmenter certaines choses en parlant. Donc ça, c'est top, tu vois. Ça m'a vachement aidé. Du coup, aujourd'hui, cette sentiment d'imposteur, il tient de la place, mais plus de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Il m'empêche plus de profiter. Tu vois, ça fait pas longtemps que j'arrive à partir en vacances
sans regarder vraiment mon téléphone. Même là, les dernières vraies vacances que j'ai fait en septembre, je n'ai pas regardé aucun des groupes WhatsApp de la boîte, tu vois. Alors qu'on en a un par resto, que tous les jours je les regarde, machin. Tu vois, on a une appli, là on se met enfin sérieusement à la livraison. Oui, je sais, je suis un mec du Moyen-Âge dans la restauration, mais là, enfin, on s'y attelle vraiment avec une vraie strat. Genre, tous les soirs, je regarde si les restos sont bien ouverts, je refresh l'app, je regarde les chiffres, je regarde les commentaires, machin. Quand je pars en vacances, avant, j'aurais fait exactement la même chose, sauf que maintenant, non. C'est tout con, mais avant, c'était exclusivement corrélé à la peur de l'échec, qui est liée au fait que je ne suis pas légitime à. Et là, ça, c'est un truc qui a vachement changé et qui est devenu un peu un moteur pour faire mieux. Tu vois, voilà. Après, maintenant, il y a quand même des trucs où j'étouffe, quoi. Tu vois, il y a des moments où je me dis, mais putain, t'es vraiment un tocard, quoi. Mais pourquoi t'arrives pas à faire ça? Pourquoi ça avance pas, etc., etc. Mais le sujet des vacances, c'est un sujet énorme hein, pour les entrepreneurs en général. Pas ouf, hein, ouais, les vacances. Franchement, je connais peu de gens qui ont leur boîte, qui ont leur business, et même ceux qui réussissent, qui arrivent à prendre des vacances et à déconnecter pour de vrai, quoi. Et ça, c'est un sujet de santé mentale, lié à plein de peurs qui est incroyable. Donc, en soi, le fait que tu dises que maintenant, tu arrives à prendre des vacances où en fait, tu ne regardes pas tes messages pro, c'est bravo, c'est une belle réussite. Ouais, non, c'est cool. Mais attends, cette réussite, elle existe aussi. Pourquoi? C'est parce que j'ai atteint une taille critique. On va pas se mentir, hein, quand t'as 9 restos, c'est plus toi qui gères les poupouilles du quotidien, qui ne sont tous sauf des poupouilles. Hein. Avant, moi, mes vacances, c'était les RH, c'était mon métier, les RH chez Gallica, donc je recrutais en continu, je faisais les plannings pendant les vacances, parce que t'avais pas le choix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une team RH, j'ai la chance d'avoir une directrice d'exploitation qui gère, tu vois, qui gère, quoi. En fait, son métier, tu vois, elle est quasi CEO, elle gère vraiment le bazar. J'ai la chance d'avoir un associé aussi qui respecte à 100%, sauf catastrophe atomique ou sauf si on est en signature d'un nouveau resto, va jamais me déranger à part pour me demander si ça se passe bien les vacances. Donc il y a aussi ça, hein, c'est un système. C'est pas juste la capacité naturelle à déconnecter. Et attention, hein, je déconnecte des choses qui te pourrissent le cerveau. Par contre, je déconnecte pas. Il n'y a rien de mieux pour moi que les vacances ou un week-end de 3-4 jours pour penser le futur. Tu vois, mais ça me fait pas de mal, ça me porte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis bien, j'ai le sentiment tu sais, ce sentiment qu'on appelle de flow. C'est le truc où voilà. Et là, typiquement, les prochaines vacances que j'ai organisées, je pars en février, je pars 10 jours à New York. Je sais, je vais pas bosser le quotidien, mais ça va être 10 jours de bench. Tu vois, je vais passer. Ça va être merveilleux, d'énergie, de process, je vais être insupportable. J'ai déjà fait tous les trucs, les concepts que j'ai envie d'aller voir, même des concepts qui sont pas food, tu vois, d'expérience, expérientielle, comprendre le retail, le machin, le truc. Ah putain, pourquoi il me dit ça maintenant? Pourquoi ils ont rangé cette pince ici et pas là-bas? Mais ça, pour moi, c'est pas du travail. Ça relève de la passion et ça me pourrit pas le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc c'est voilà, bon, bref. Ouais, non mais ok, t'as trouvé ton truc. Ouais. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai deux questions qui suivent, mais qui sont liées à ça. En premier, c'est comment tu as été accueilli par le milieu? Parce que, putain, à un moment, tu arrives, tu es inconnu au bataillon. C'est un peu normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. Oui. Puis le milieu de la bouffe, c'est un milieu qui existe depuis longtemps. Toujours. Donc, il y a un peu un sérail. Toi, t'es pas chef, tu vois, tu pourrais arriver, tu pourrais avoir la crédibilité d'être un chef. La légitimité de la compétence. Et comment t'as été accueilli par le milieu? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs milieux dans le milieu. Alors, le milieu évolue vachement parce que c'est devenu un peu à la mode depuis 10 ans de monter des boîtes dans la food. Tu vois, l'image, en plus, tu as des success stories type Big Mama où tu te dis, waouh, j'ai envie d'être comme eux. Alors, attention, les gars, tout le monde n'est pas Big Mama, tout le monde n'est pas Cogent. Si vous voulez monter des restos, il y a d'autres success stories qui sont tout aussi impressionnantes. Enfin, les KPI, tu vois, il faut faire gaffe à ce que tu suis. Faut avoir des rêves, mais faut voilà. Alors déjà, mais on se connaît, donc tu connais, je pense, une partie de la réponse. J'aime les gens. Fondamentalement, j'aime l'humain et j'aime l'autre. Tu vois, c'est un truc, ça me. Quand tu me dis, toi, tu embrasses tes peurs, aller parler à l'inconnu, aller monter sur scène, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ça n'a jamais été une peur pour ça. Au contraire, ça me galvanise. Tu vois, j'ai adoré toujours chez Unilever faire des presse, mais pas par ego. Parce qu'en fait, ce sentiment de transmettre un truc à l'autre et de prendre des autres, parce que quand tu fais une presse, par exemple, devant 1 million de personnes, on se comprend, même 10 personnes, tu prends quand même des autres. Hein, parce que tu as des réactions, donc tu vois si t'es bon, si t'es pas bon, s'ils apprennent un truc, après ils peuvent t'apprendre des trucs. Donc il y a ce sentiment d'échange, de connexion qui est méga important. Donc ce truc-là, moi je l'ai toujours et je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours. Et ça, je pense que c'est un des facteurs clés de succès de
professionnel, tu vois, ça c'est mon pilier. C'est un des piliers fondamentaux, c'est ça, tu vois. Si ça avance, si ça continue à avancer, ça reposera là-dessus. Donc ça, c'est un truc. Donc ça a été... J'ai pas hésité, par exemple, le premier réseau, c'est quoi ? C'est ton voisin de palier. Tu vois, c'est le mec qui a un burger à côté, le mec qui fait des salades en face. Donc on a discuté. Et globalement, sur une proximité, en général, quand tu arrives en premier, les gars sont plutôt sympas, sauf cas exceptionnel, parce qu'ils se disent, il fait pas la même chose que moi. Attends, moi j'ai lutté pour y arriver, il va galérer. Et puis il y a les gens sympas aussi, naturellement. Et après, c'est une fois que tu as ce truc-là, c'est d'accepter de donner autant que les gens te donnent, voire ou commencer à donner pour que les gens te donnent. Tu vois, j'ai l'impression de faire du développement personnel là, mais c'est vrai. Mais c'est du business. C'est vrai partout. Je pose la question parce que c'est vrai. En fait, si tu veux réussir dans ton métier, il y a pas que aller chercher des clients. Il y a pour se sentir bien dans un univers, dans une industrie, dans un secteur, c'est se créer des pairs en fait, se créer une espèce d'équipe ça peut être des concurrents d'ailleurs, mais avec qui tu te soutiens, on avance ensemble. Et moi, je pense fondamentalement que tu peux pas être bien dans ta vie et dans ton métier si tu crées pas, si tu fais pas du réseau, ce qu'on appelle du réseau avec tes pairs en fait. C'est impossible. C'est impossible, ne serait-ce que pour comprendre. En fait, t'as pas de... On a beau... Enfin, je sais pas, tu peux écouter 1 million de podcasts et ça va t'enrichir, ça va t'ouvrir des portes, regarder des reportages, lire des bouquins. Moi, j'en ai 1 million, j'en lis encore. Là, tu vois, mon frère m'a offert la bio, enfin, c'est pas vraiment la bio, mais de In-N-Out, qui est la référence du burger aux US côte ouest. La fin de la fin, c'est l'humain. En fait, ça doit te permettre d'aller à l'étape suivante. Tu vois ce que je veux dire ou pas genre, typiquement, quand j'écoute des podcasts, si j'ai été intéressé, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais te donner un exemple. C'est un des podcasts d'ailleurs de notre hôte. J'avais écouté un des générations Do It Yourself avec Bius. Ça te parle, Frédéric Bius ? Non, celui-là, je l'ai pas écouté. J'ai écouté un avec Alain Ducasse qui est très intéressant aussi. Celui-là était très intéressant, mais pas aussi empreint d'humanité que celui de Bius. Bius, c'est le mec qui a c'est SMCP. Pas que, parce qu'il est aussi un de ses associés mythiques, mais lui, il a monté entre autres SMCP, donc Sandro Mage, machin, qui a vendu. Et aujourd'hui, il a monté un fonds. Donc je pense qu'il en a levé plusieurs depuis, c'est Expérience Capital. Entre autres, tu vois, qui avait mis de l'oseille dans Jimmy Fairly, machin, donc avec des grosses ambitions de grosse croissance, principalement dans le retail, il me semble. Et en parallèle, il a monté les domaines de Fontenil, je crois que ça s'appelle, c'est de l'hôtellerie. Et ils veulent réinventer l'hôtellerie et faire un peu le positionnement hôtellerie comme ils l'ont fait avec SMCP. Tu vois, Sandro, qui est le luxe accessible. Je simplifie, mais c'est ça. Ce podcast, je l'ai écouté 4 fois, je crois. Le mec, ça résonne ce qu'il me dit en moi, mais je me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de le joindre. Donc, bon, il me répond pas, mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai quand même essayé parce que j'avais envie d'aller boire un café sincèrement avec lui. Je veux pas qu'il mette de l'oseille dans Gallica. Je veux pas que ce soit mon coach de vie. Alors, pourquoi pas, j'adorerais avoir un mentor de ce style. Non, mais je veux juste comprendre le gars, tu vois. Je veux juste voir comment il est fabriqué. C'est un peu ça l'idée. Et je suis client de Fontenil. Mais quand je dis que je suis client, hein. Genre, juste, on fait des exprès avec ma femme. Alors, c'est tombé, on aime bien. On fait des exprès pour tester une nouvelle ouverture. Tu vois, je veux voir le mec, il me fascine. Le mec, je me dis comment il fait pour transformer aujourd'hui un métier qui est d'une exigence. Tu vois, il a un truc qui est exécuté, c'est incroyable, tu vois. Ça me passionne. Donc, du coup, je pousse, je tire. C'est comme une bobine, je tire. Bref. Et je fais pareil avec l'humain, du coup. Tu vois, ça rentre dans l'équation. Tu vois, par exemple, un exemple dans le milieu, on va dire, un des trucs du milieu. Donc, au-delà de dire oui, je sollicite rarement les gens. Ça, c'est important. Tu vois, je laisse venir, tu vois. Donc, je vais dans des salons, je suis invité à toujours, tu reçois des millions de newsletters, très vite, tu es dans des bases de données, donc tu es invité à un truc, pas personnellement, mais parce que tu es une enseigne, même petite, j'y vais, et tu vois, je regarde les gens, je parle, j'échange, et je donne, vraiment, ça c'est vraiment essentiel, j'échange vraiment, je dis, et je suis sincère, comme tu vois, là on est sincère, je te dis tous les trucs qui me font du mal, plus que les wins, tu vois, et ça je fais pareil, tu vois, et typiquement, un exemple de jusqu'au boutisme dans ce genre d'exercice, qui est parfois un peu chronophage. On a reçu un prix à l'époque, ça s'appelait la Sandwich et Snack Show Academy. C'est le salon du snacking qui est la référence dans le milieu de notre métier. C'est le salon, tu vois, absolu. Et il y a un prix qui est top, qui est remis par nos pairs, entre autres, mais aussi journalistes et tout. Et entre autres, dans l'autre, tu vois, tu as le boss de Prêt-à-Manger, tu vois, tu as le rédacteur en chef, référent machin et tout. Et bien, ce truc-là,
Ok, on nous a remis le prix, mais par contre, moi j'ai joué le jeu à 1000% de tout ce qu'ils nous ont demandé. Tu vois, on avait un petit stand, bim, on y allait, on a fait de la PLV, on s'est donné, on a parlé à tout le monde. Et t'es dispo pour venir parler à... Oui, bien sûr, attends, mais c'est pas par ego, c'est juste, putain, mais merci de nous avoir repérés, mais bien sûr, mon pote, je viens. Et aujourd'hui, on m'a proposé d'intégrer le jury, j'ai dit oui. Tu vois, mais c'est un non-sujet. Et pareil, c'est pas par ego, c'est par passion de l'autre, et parce que c'est des gens qui sont géniaux, tu vois, passionnants, et qui voient notre métier sous un autre angle, tu vois. Et c'est génial, parce que et de la même manière, je suis assez convaincu qu'une des raisons pour lesquelles je suis dedans, c'est que je ramène aussi une autre vision de ce métier qu'ils connaissent par cœur sous un autre angle. Et du coup, c'est un cercle vertueux comme ça, tu vois. Et la clé de tout ça, à mon sens, c'est de te rendre disponible. Et d'accepter... En fait, il faut toujours... Je sais plus qui disait ça, et j'adore, il faut dire oui une fois, et ensuite, tu vois si tu dis oui la deuxième fois. Ok. Tu vois le truc ou pas? Hyper intéressant. Ok. Ouais, c'est donc un yes man, mais à moitié. Voilà, tu vois, t'as que 24 heures dans une journée. Et ok. Et donc, tout à l'heure, tu disais quand même que ta com, même les réseaux sociaux et tout, tu t'en occupais pas. Mais quand même, assez rapidement, j'ai souvenir que toi, on t'a vu quand même. Oui. Alors, c'est peut-être lié à ce que tu viens de nous dire, mais moi, je t'ai vu ma femme est femme de food, et donc elle regardait l'émission Très Très Bon. Ouais. Et un jour, je te vois dans Très Très Bon, quoi. Oui, donc c'est quand même, t'es à la télé là. Enfin, c'est François-Régis Gaudry derrière. Enfin, c'est quand même. Et voilà, et on voit, et c'est tout le temps, et c'est toi, c'est Julien qui parle, etc. Et on t'a revu. Il y a eu d'autres émissions récemment. Mais comment tu fais? Tu vois, comment tu fais pour arriver? Tu te lances sur la restauration, t'es quand même assez récent, puis t'es rapidement à la télé, et tu dis que t'as pas de budget RP. Non, zéro là. Pour la première fois, on a fait des RP, on a dépensé un tout petit peu de RP pour la Samaritaine, pour faire pour mettre un peu de bruit, un peu de mayonnaise ou de chantilly, je sais pas comment dire, autour de ça. Mais ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était 2023. Avant, jamais. Avant, pourtant, t'as été à la télé, puis on a vu ta tête, quoi. J'ai jamais sollicité non plus on n'a jamais sollicité un journaliste, on n'a jamais sollicité un influenceur, on n'a jamais fait ce genre de choses. En fait, c'est assez simple, sans être simple, mais pour être très très bon, c'est un bon exemple parce que c'est quand même assez élitiste et j'étais fan aussi, je pensais pas un jour qu'on allait être dedans, donc du coup c'était chouette. En fait, je pense vraiment être un commerçant au sens le plus brut du terme, tu vois, dans le sens où il y a des gens qui rentrent dans mes restos, tu vois, et je vais leur parler, je vais m'installer, tu vois, je me souviens comment il y a eu Très Très Bon, c'est que je me souviens d'une s'appelait Carmen, je crois, qui était installée, qui mangeait, qui prenait en photo, et je vais la voir, je lui fais et ça vous plaît, et on discute un peu, elle dit bah, c'est marrant parce que moi, quand j'ai grandi en Espagne, il y avait un grec, un vrai comme vous, qui était en face, et ça me rappelle mon enfance, et le pain c'est le même, et là on discute, je m'assois, et je fais mais vous faites quoi et tout, on discute, bah, j'ai un blog, elle me montre son blog, et elle dit bon, et puis et je suis en stage à Paris Première, je sais pas si vous connaissez Paris Première, et je dis bah oui, je suis fan de Très Très Bon, et elle fait bah en fait je suis en stage avec Mina. Énorme. La street foodista, c'est celle qui testait. La street foodista, c'est celle qui testait les restos street food. Exactement. Et très spontanément, elle me dit, bah, je vais lui en parler. Je fais, bah ouais, je serais ravi. Après, moi, vraiment, t'es toujours syndrome de l'imposteur. Putain, moi, tout ce qu'on fait, bon, attends, on fait que 2 sandwichs, machin, c'est pas. Et tu vois, elle fait, non, mais franchement, je vais lui en parler, on verra. Et Mina m'a appelé 15 jours après, tu vois. Mais c'est parce que, en fait. Vraiment, j'y consacre un temps infini à ça. Tu vois ce que je veux dire? À parler, à faire, à aller voir des entrepreneurs, à aller voir des gens plus hauts. Je le fais, et c'est comme ça que ça ouvre des portes. Et pourquoi c'est moi que tu vois aussi, c'est quand mon associé et moi, on est à égalité de responsabilité, de part de tout. On nous pèse la même chose dans la boîte, dans tous les sens du terme. Je suis naturellement celui qui est plus à l'aise à parler. Voilà, JP, c'est moins son truc, mais je suis en aucune manière... Ça n'a aucune manière, on a décidé que j'étais l'image de la boîte. Et ça ne sera jamais le cas. Naturellement, d'accord. Mais parce que je suis, on va dire que je suis l'homme de réseau dans le truc et que je me rends disponible pour ce genre de choses, je suis plus à l'aise et j'aime ça. Voilà, et ça c'est convenu entre nous. Mais à aucun moment, demain, je serai en photo sur un packaging Gallica ou alors, de fait, ce sera moi sur toutes les coms et tout. Je le suis de temps en temps, maintenant qu'on travaille Instagram, je le suis de temps en temps parce que il faut un gars, je suis sur le shooting, il manque du monde. Bah voilà, et puis il n'y a aucun de nos employés qui veut le faire, bah ok, je le fais, mais c'est pas Julien Gallica, tu vois ce que je veux dire, et parce qu'on est deux, et que voilà, c'est juste que c'est plus naturel, voilà. Et que je dis, comme je t'ai dit, on dit souvent oui à ça.
Ouais, ça part de là. Mais ça part que de là. Tu as dit que tu avais commencé un peu à travailler là-dessus. En fait, là, on est dans l'image et tout. Toi, comment tu travailles ton image? Je sais que c'est naturel pour toi. Mon image perso. Ouais, ton image perso et celle de la boîte, Gallica. Tu vois. Parce que après, comme tu dis, Gallica, c'est pas toi. Faut dissocier aussi Julien qui a son réseau et qui va par le réseau apporter des opportunités, une émission, etc. Et la boîte. Il y a souvent un peu ce truc-là aussi. D'ailleurs, au début, dans des gens qui lancent une boîte avec une marque séparée, enfin tu vois, une marque à part entière, qu'est-ce qu'on fait, comment moi je me positionne par... Peut-être que ça va être du a posteriori, tu peux post-rationaliser, mais comment toi tu travailles ton image et celle de la boîte. Et aujourd'hui, ce serait cool pour donner une indication de voilà, combien de temps ça prend, je sais pas combien ça coûte, si tu as des pourcentages, tu vois, Alors, il y a deux trucs, le perso et le pro. Ouais, c'est ça. Alors, qui sont liés en vrai. Ah non, mais qui sont étroitement liés. Le pro, jusqu'à maintenant, il y avait sur l'image bête et méchante, il y a deux choses. C'est l'investissement qu'on met dans les restos. Donc, c'est le coût des travaux. Donc, ça, c'est variable d'un resto à l'autre, mais c'est des grosses sommes à chaque fois. Donc, c'est le travail sur l'architecture d'intérieur et la PLV. Voilà, ça on s'est attaché les services. À chaque fois, on s'est attaché les services de très bons archis. Là, Là, je pense qu'on a trouvé le partenaire pour la suite de la croissance un peu ambitieuse qu'on a, qui est très bon là-dessus, qui nous aide. Et en parallèle, on a bossé avec une agence, qui est une belle agence, qui nous avait fait la première marque, enfin la première image de marque, le premier brand book, pour faire simple, et qui a fait évoluer la marque derrière, qui est une très grosse agence, qui est surdimensionnée par rapport à notre taille, mais qui connaissait la marque. Bon, accessoirement, c'est nos potes, les fondateurs, donc ça a aidé aussi, sinon on n'y serait jamais non plus allé. Mais on peut les citer ou Bien sûr, c'est Ores Group. C'est une boîte lilloise, mais tu vois, parmi leurs clients, ils ont Auchan, ils ont Decat, ils ont bossé pour Hermès, ils ont bossé pour des trucs dans tous les sens. Tu vois, nous, Gallica, c'était cool parce que c'est un truc réjouissant pour eux, la petite marque, voilà, pour les équipes, mais c'est pas les mêmes types de budget et tout, mais néanmoins, on a mis un budget significatif dans le rebranding et tout, parce que c'était la première grosse marche pour les 10 ans à venir, de ramener un peu de rondeur, de chaleur et tout ça. Donc ça, on a accepté ça plutôt que bricoler en rajoutant. On avait fait l'essai de faire bosser une free pour rajouter un peu de rondeur à la marque. En fait, on a perdu 5000 balles. C'est sympa ce qu'elle avait fait, mais c'est comme rajouter une couche sur une couche quand tu fais de la peinture. Et c'est puis, faux. Et puis dès le début, Gallica, c'était propre. Hein. Oui, ça a toujours été propre. Et ça, c'est un point important. Parce que, tu vois, l'ancienne boîte dans laquelle j'étais, où je suis arrivé, ça avait 3 mois, donc tout au début, qui s'appelait Iconoclast. C'est Marie, la fondatrice qu'on salue, qui avait fait ce choix aussi. Avant même la première promo. Iconoclast, c'est une école qui forme des commerciaux. Elle avait fait ce choix de mettre 10 €, c'était beaucoup pour elle, parce qu'elle se lançait sur le branding, sur la marque, et donc ça a donné Iconoclast avec un logo. Et honnêtement, pour une boîte qui se lançait, ça claquait. C'est bien. Et investir sa marque dès le jour 1, c'est contre-intuitif, mais en fait... directement, on a été pris au sérieux en fait. Et bah oui, voilà, t'as tout dit, et surtout que, mais là-dedans il faut pas se tromper, parce qu'il y a investir et investir. En fait, déjà la première étape absolue, c'est d'avoir cette espèce d'image, déjà de définir ce que tu as envie de renvoyer. Donc nous, il y avait cette histoire de grec premium mais pas prétentieux, donc il y avait tout ce truc pas être assimilé à du grec justement, donc déjà top, on avait donné ce truc. Les clichés, parce qu'on avait besoin de clichés, qui est le bleu, le blanc, le sirtaki. Et déjà, tu as défini ce truc-là. Ça, c'est la première des grandes étapes. Et où tu as envie d'aller? C'est tout bête, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas que je regarde de près dans le retail, la food, après dans les autres métiers, je ne connais pas assez pour me permettre un jugement, mais qui se plantent un peu, ils vont dans le mauvais sens. Tu vois, et qui vont par exemple mettre des sommes astronomiques dans leur com digital, mais qui vont oublier en fait que si jamais ils arrivent à faire certes venir X personnes parce qu'ils ont une com sur TikTok du feu de Dieu, il faut être capable d'envoyer proprement, qu'ils comprennent la lisibilité de l'offre, que le point de vente il n'ait pas l'air d'avoir été bricolé de briquet de broc. Ça, je trouve que ça c'est le mal de ces 3 dernières années. Ça c'est le mal où il y a des. Je pense qu'il y a certains acteurs qui font, et certaines personnes qui prennent la parole, en particulier sur LinkedIn, sur ces sujets, qui font beaucoup de mal à la jeune génération et qui font perdre de l'argent à beaucoup de gens à cause de ça. Parce qu'en fait, la vraie première étape, c'est déjà savoir qui tu es. Et ton premier média, putain, c'est ton point de vente. Merde, prends du temps pour trouver l'emplacement juste, dis non à 100 points de vente et dis oui au 101e. Fais un branding qui soit juste, une expérience in-shop qui soit juste, des produits qui soient justes,
un positionnement porteur. Ouais, vous allez me prendre pour un vieux ringard, mais porteur, c'est la base absolue. Hein, le pricing, l'offre, c'est la base, quoi. Tu vois, avant de s'intéresser à on va mettre 1200 balles pour faire venir machin from Paris qui va goûter, qui va faire un jeu concours. Alors c'est super. Et souvent c'est de la vanity metrics, ça, c'est de l'egométrique. Mais carrément. Mais tu sais que c'est vrai pour les gens qui font de la prestation de service. Hein. Moi je travaille dans le monde du service, hein, surtout service B2B aux entreprises. Et en fait, il y a toujours l'équilibre entre savoir-faire et faire savoir. Et en fait, le gros problème, parce que c'est toujours une équation compliquée, c'est waouh, je vais bombarder sur ma com, mais en fait, mon offre, elle est pas claire. Si ton offre, elle est pas claire, tu vas, alors une mauvaise expérience client, et puis 2, si jamais ta com, elle marche, en fait, t'es même pas capable de délivrer, tu vois. C'est moins compliqué en plus que dans la restauration, et donc pour ça que je pense que les gens font encore plus l'erreur dans les services. Ils se disent c'est bon, c'est du service, on va faire évoluer le truc. Non, si t'as pas un prix carré, une offre processée, tu amènes le client d'un point A au point B, en combien de temps tu l'amènes, avec quoi il sort, tu vois, le pour qui quoi en combien de temps, c'est pas maîtrisé nulle part, et c'est un énorme problème. Ailleurs que la restauration, c'est un énorme problème aussi. Mais du coup ça me fait plaisir que tu me le dises, parce que tu vois, je pense aussi, alors je connais pas ce métier, donc du coup, je le vois sur mon feed LinkedIn, je vois très bien, il y a 90% des mecs ou 80% des mecs, tu sens que c'est des trompettes, tu vois, et dont un en particulier, je connais très très bien par le biais de quelqu'un d'autre qui ment ouvertement sur sa capacité de faire, tu vois, à faire et à transformer. Je me dis, putain, là-dedans, il y a des gens qui vont sûrement lui lâcher 3000 balles. Et ces 3000 balles qui auraient pu être investis en fait dans, je sais pas, toute une réflexion sur le process client in-shop, et qui lui rapporterait beaucoup plus que la fausse prestation. Et ça fait du mal. Et donc du coup, nous, on a investi là-dedans en priorité. Et derrière, en fait, pour être tout à fait honnête, on a tenté plusieurs choses, parce que moi j'ai fait un peu de market, mais je suis pas un marketeur du tout. Je faisais en plus un marketing hybride quand j'étais chez Unilever, sur Ben, j'étais à moitié en catégorie management, c'était vraiment moitié marketing client en fait, pour les gens qui connaissent pas. Mais tu t'occupais quand même d'une marque qui s'appelle Ben & Jerry's, et qui est quand même une référence en termes de marketing. Et du coup là, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur l'exigence de la marque et de non concession sur la marque. Les expériences in-shop, parce que alors autant en France, Ben & Jerry's ça a disparu, mais aux US, j'avais fait j'étais parti visiter des trucs, c'était quand tu rentres dans un shop Ben, aux US, c'était un délire. Donc voilà, tout ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup appris. Mais le produit aussi est intransigeant sur la qualité du produit, sur les quantités. Tu vois, Ben & Jerry's, genre, il y a des produits qu'ils lancent pas parce qu'il n'y a pas assez de gros morceaux dedans, alors qu'ils savent que ça va être un succès. Tu sais qu'il y a des goûts que ça va être un succès. Non, on n'arrive pas à mettre des morceaux de Reese, donc le truc par exemple beurre cacahuète entier, on le fait pas. On invente la machine pour nous, c'est pareil. Par exemple chez Gallica, tu vois, ça c'est des choses qui sont restées. Ça tombe bien, c'est les valeurs de JP aussi. Donc voilà. Néanmoins, tu vois, c'est contre-intuitif pour moi. Tous les réseaux sociaux, tout ça, machin. Je suis un très bon, je pense, marketeur à l'ancienne, genre comment faire du chiffre, comment augmenter le panier moyen, ce genre de choses. Je pense que même si on le fait pas encore très bien, tu vois, parce qu'à l'origine, le marketing, c'est du chiffre. Hein. La com, c'est un autre métier. C'est un métier voilà. Et t'es le premier vendeur de la boîte en étant un marketeur. Donc ça, oui, mais après, tout le reste, voilà. Donc on a sous-traité avec plus ou moins de succès. À un moment, on a sous-traité à l'agence, donc au reste. Et je pense que c'était une erreur pendant un petit moment, parce que ils savent très bien faire pour Auchan, pour ce genre de choses, mais ils savent pas faire pour une petite boîte. Ça manquait peut-être un petit peu d'agilité. Donc on a stoppé. Tu vois, on est bons potes, on était d'accord du constat en disant bon, fallait peut-être pas faire comme ça, c'est pas grave, on a appris, faut accepter de payer pour apprendre. Ça relève de l'investissement, c'est pas une dépense pour nous, tu vois. Et ensuite, on s'est attaché les services, on bosse avec Malou, en l'occurrence, c'est perfectible. Donc ils ont une offre, c'est une boîte qui a une app pour gérer ta réputation, en particulier sur GMB, Google My Business, parce que tu fais beaucoup de référencement, machin. Ça, c'est la pub gratos, Malou, les gars, n'oubliez pas. Et c'est très bien, c'est très pertinent. Et ils ont une offre aussi pour gérer un peu tes réseaux sociaux, shooting, machin. Nous, aujourd'hui, en interne, on n'a personne pour le faire encore, parce qu'on a décidé de mettre l'argent sur autre chose qui on juge être plus prioritaire. Et on est content parce qu'on se trompe pas, tu vois. Néanmoins, ça va devenir une priorité fin d'année, début d'année prochaine. Donc là, en ce moment, je structure la business unit, un peu pompeux ça, mais le marketing et la com chez Gallica, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas une boîte comme ça. Donc on essaye de se mettre cet ADN en plus de l'ADN qu'on a de faiseur de process et de cash, tu vois, et humain, pour ensuite la monter, recruter les gens pour, voilà. Donc je sonde des agences, j'essaie de faire un PNL pour voir ce que ça va me coûter dans le futur, mais ma priorité ne sera jamais d'avoir 100 000 followers sur Instagram.
Tu sais quelle était l'obsession de Ben Jerry's et d'Emily, qui était ma boss à l'époque sur Ben, par rapport à Facebook? Aucune idée. On avait, à l'époque c'était Facebook les gars, c'est tout, hein. Il n'y avait pas Insta. Ouais, c'est vrai. On avait 10 millions, je crois, ou je sais plus combien de millions je sais plus comment on appelle, de followers, c'est pas des followers sur, mais tu vois, sur... Oui, des abonnés. Des abonnés. On avait 10 millions d'abonnés, on avait 3 millions de clients. Et on était là et on se disait, mais putain, comment on fait pour aller chercher les 7 millions autres? Pourquoi les 7 millions qui nous suivent, ils vont pas acheter en bas de chez eux? La glace est disponible. Pourquoi ils y vont pas? Et en fait, c'était une obsession absolue. Et nous, ça, moi, je l'ai toujours gardé en tête. Je me dis, mais aujourd'hui, je préfère avoir entre 200 et 300 clients midi dans mes restos qui viennent parce que j'adresse le truc juste, que d'avoir 100 000 followers. Mais parce que dans les 100 000, la moitié sont en dehors de Paris. Parce que pour avoir 100 000 followers dans Paris, mon pote, ça coûte cher, hein, aller recruter ça. Et qui se déplacent pas parce qu'en fait, ils sont pas dans mes quartiers, ils sont pas là, machin truc. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de travail à faire et je pense que je pourrais optimiser et je pense que je pourrais aller chercher de nouveaux trucs, tu vois, grâce à ça. C'est pour ça qu'on y va. Mais aujourd'hui, par exemple, je suis plus préoccupé par le fait que j'ai seulement 10% de mes clients aujourd'hui qui sont dans mon programme de feed, que d'avoir 100 000 personnes, tu vois, voilà. Donc mon obsession, là, cette année, c'est d'aller chercher au moins 50% de mes clients dans la feed, tu vois, et d'avoir des contacts qualifiés et d'aller nourrir ma data. Voilà, ça je pense, c'est du bon marketing. D'aller me mettre 100 000 euros, bon, j'exagère, 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 30 000 boules seulement sur les followers sur Insta ou sur des vidéos. Je pense que c'est un mauvais calcul. Je pense que c'est court-termiste. Et d'ailleurs, c'est souvent moins cher de faire revenir un client, de fidéliser un client, que d'en acquérir un nouveau. Hein. Je prêche un convaincu. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon que tu nous donnes parce que, quel que soit, si on rationalise, en fait, on parle de marque personnelle, personal branding, de marketing, c'est du marketing. Et en fait, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier identité, tu vois, qui tu es, qu'est-ce que tu renvoies, et toi, tu l'as bossé avec tes valeurs, et c'est quand même tes valeurs et celles de JP qui sont dans Gallica, donc il y a ce pilier 100%. Identité. Il y a le pilier crédibilité, que tu bosses beaucoup avec le réseau, tu vois, aller parler à des gens, aller parler aux clients, aller parler au réseau, aller parler aux pairs, répondre oui. Et puis il y a le pilier vraiment visibilité. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as quand même bossé ça de manière peut-être naturelle, pas forcément stratégique au début, mais en fait, si, quand même, de manière stratégique, vous avez démarré par qui on est, une super identité. Vous avez ensuite fait, toi, naturellement, en tout cas, beaucoup de réseaux, etc. Et le pilier visibilité, tu l'as démarré par d'abord le bon point de vente. Et en fait, la visibilité sur les réseaux, elle est moins prioritaire, elle arrivera ensuite. Mais on retrouve les piliers qui ne sont pas forcément dans le même ordre que dans d'autres business, parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une bonne leçon, c'est qu'on retrouve carrément les bons piliers. Et toi, on voit que la clé, c'est de les avoir bossés dans le bon ordre. Si tu avais dit dès le début, en fait, je veux bosser à fond le pilier visibilité. Vas-y les gars, on fait une marque et on met tout sur les réseaux sociaux. Tu serais probablement planté parce que tu n'aurais pas mis l'énergie au bon endroit, quoi. Mais au-delà de ça, je pense que oui, alors ça c'est sûr, l'énergie est cash au bon endroit, et surtout c'est qu'il y a un moment, il y a une logique de cible. C'est que tu vois, je pense que si tu ouvres un resto dans cette rue-là où il y a un passage qui est proche de zéro, tu vois, peut-être que ça, c'est même certain, ça a peut-être plus de sens que tu mettes beaucoup d'oseille au début dans les réseaux sociaux pour faire venir les gens une première fois. En fait, ce qui est dur, c'est de faire revenir les gens une première fois. En fait, de faire venir tu vois, aujourd'hui, c'est l'erreur d'ailleurs de beaucoup, c'est qu'ils font beaucoup de cash les 3 premières semaines ou le premier mois. Je regarde un reportage, je sais plus où, c'était sur M6 d'ailleurs, de FRG, de François-Régis Gaudry, et c'est Lignac qui disait, en fait, le plus dur, c'est pas qu'ils viennent une première fois, le plus dur, c'est qu'ils viennent la deuxième fois. Et en fait, c'est ça le plus difficile dans le truc. Et donc du coup, je dis pas, peut-être que c'est important pour certains de faire beaucoup de bruit à l'instant T pour qu'ils se déplacent, tu vois, et qu'ils aillent se mettre précisément une fois à ta table, voilà. Mais après, il faut que tout le marketing de base, et qui est souvent il soit bien fait. Le produit, le bon prix, l'expérience, tout quoi, l'odeur, le smile du staff, qui est devenu de plus en plus difficile à avoir, tout ça là, il faut que ça soit là et que tu te dises. Ah ouais, ok, et que tu deviennes top of mind et que tu dis, bah oui, je m'en joue à midi, ah bon, on se fait Gallica à midi, ah bah oui, attends, tu connais Gallica, machin, voilà. C'est ça qui est le plus important. Et ok, ouh là là, le temps tourne. Pour te libérer à l'heure, je vais bientôt basculer sur les dernières questions. Vas-y. J'en avais des milliards encore. Hein. C'est dur pour moi de choisir. Tu vois, j'ai ma petite feuille là, j'ai préparé. Je la vois. Je les vois et je me dis, non, ça je saute. Tant pis, ça on en a un peu parlé, tu vois. Ok.
y en a une qui fait la suite là, de ce que tu disais. Si tu devais relancer aujourd'hui, redémarrer aujourd'hui, c'est une bonne question. Tu ferais quoi dans l'ordre? Tu ferais différemment ou pas? Celle-là, je l'avais pas lu quand j'ai lu en travers tes questions. Étape par étape, tu vois. Mais tu sais, du tac au tac, un peu les grandes étapes. Si c'était à refaire, non, je pense que je referais quasi tout pareil. Je me précipiterais peut-être un peu moins sur l'ouverture du deuxième. Mais en même temps, elle m'a appris tellement de choses. Elle nous a appris tellement de choses, cette ouverture du deuxième. C'est où on a galéré, on a perdu un max d'énergie et de fatigue et de machin. C'était rue Cadet. Rue Cadet, le deuxième, exactement. Ouais. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est ça qui m'a appris. En fait, honnêtement, aujourd'hui... non, je regrette. Peut-être il y a parfois avec du bout des doigts. Tu sais, parfois il y a des trucs qui sont faits à moitié. Il y a peut-être des choix qu'on a fait arbitrairement sur des travaux. On faut en faire des économies qu'on va regretter aujourd'hui parce qu'il faut refaire des travaux et ça nous coûte une blinde demain. Mais ça, c'est de la poupouille parce qu'en fait, c'est de la leçon. Et maintenant, sur les 10 prochains restos, on fera pas de concessions. Ouais. Donc en fait, en vrai de vrai, j'aime pas trop réécrire l'histoire. Peut-être que à titre perso, je pense que alors ça va te paraître bien, mais m'affirmer un peu plus sur des trucs, tu vois, sur des discussions, dire des choses à des gens, que peut-être dire plus rapidement certaines choses, tu vois, pour pas perdre de temps, être un peu moins dans la forme pour avancer plus. Mais en même temps, c'est con parce que c'est ce qui m'a permis aussi et ce qui nous a permis. C'est difficile de réécrire, tu vois. Je suis heureux de ce qu'on a aujourd'hui, comme j'ai dit au début, pas assez, mais voilà, je vois, ouais, ça a fonctionné, quoi, tu vois. L'ambition pour Gallica, t'as dit en nombre de restos, t'as dit on a des belles ambitions. En nombre de restos, à très court terme, là, on aimerait bien le trend de 2025-2026, c'est avoir 20 points de vente. Ou en tout cas qu'ils soient signés, quoi. 20 points de vente. Voilà, ils seront peut-être pas ouverts, mais ils seront signés, quoi. Ce serait l'idée. À Paris, en région parisienne. Paris, région parisienne. Il y a eu des passages difficiles, t'en as parlé. Ouais. Moi, j'ai une question c'est qui est un peu générale, tu la prends comme tu veux. C'est comment tu fais pour aller mieux? La drogue. Non. Comment je fais pour aller mieux? Alors, j'ai une. Je pense que j'ai une très bonne nature. Hein, tu vois, honnêtement, j'ai la chance d'avoir une bonne. Je suis un optimiste, mais vraiment débordant. Moins qu'à une époque, parce qu'avant j'étais optimiste naïf. Maintenant, je suis optimiste, mais pas naïf. Où je suis convaincu que le jour de demain sera meilleur. Tu vois, et après l'orage vient le soleil. Mais ça, c'est vraiment des expressions. C'était ma grand-mère qui avait des punchlines qui servaient à rien quand j'étais petit. Mais c'est vrai. En fait, à part certaines personnes qui malheureusement les empilent, tu vois, la loi des séries, t'as toujours un jour meilleur après. Et je relativise toujours l'instant présent. Je me souviens, j'avais eu un cours, je donnais un cours en école de commerce, et il y avait une gamine qui avait eu un 0, pas dans mon cours, mais dans un autre cours, et elle était effondrée. Et je lui avais fait une timeline, tu vois, j'avais tracé un trait, je lui ai dit ça c'est quand t'es né, ça c'est quand tu vas mourir, je te souhaite que c'est le plus tard possible. Et j'avais tracé des traits en disant bah là tu vois c'est quand tu vas te marier, ça c'est là tu vas avoir ton premier taf, c'est quand tu vas acheter ta maison, machin. Et tu vois là ce truc microscopique là c'est le 0 que t'as eu, qui va en plus même pas t'empêcher d'avoir ton année. Tu t'en branles là. En fait il y a rien d'important à la fin. En fait il y a rien d'important. Et en fait à chaque fois je m'efforce de regarder où j'étais il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Je m'efforce à me dire en fait t'imagines où t'étais, t'imagines où tu seras, tu vois. Tu vois, par exemple, si on fait l'exercice, moi, il y a 1 an et demi, j'étais à Paris, j'étais à moitié en burn-out, j'en pouvais plus, je pétais un câble, j'en avais ras le cul de tout, tu vois, j'étais insupportable avec tout le monde et tout. C'était le moment le plus dur, ça À titre perso, peut-être, ouais. Où j'étais en train de m'étouffer. En plus, c'est pas ma nature de rester longtemps dans les mêmes endroits, tu vois ce que je veux dire. Et là, je me dis, mais à quoi ça sert d'empiler Et ce qui m'a fait tenir, c'est au-delà de Pauline, c'est évidemment JP, ça c'est évident, mais c'est aussi les gens qui m'entouraient professionnellement, tu vois, genre c'est par exemple une Gladys, tu vois, c'est des gens où je me dis, ouais, rien que pour eux, il faut que je tienne, et j'ai un devoir de continuer à être bon et me développer. Donc ça, et ça, je m'aide comme ça, tu vois, voilà. Donc je constate tout ce qui est autour, je constate ce qu'il y a, voilà. Et aujourd'hui, tu vois, si tu regardes le truc d'il y a 1 an, aujourd'hui, je vis dans l'endroit où je voulais vivre. J'ai une vie de rêve. Objectivement, j'adore ma vie. Tu vois, vraiment, elle est cool. Ouais. Tu vois, sur un coup de tête, je peux aller à Osgore, voilà. Ou alors, je peux aller dans les Landes, dans un resto planqué, me faire une bouffe qui tourne midi à minuit. Voilà. Et ça, ça me rend méga heureux. Voilà. Tu vois. Et à 1 an et demi, j'aurais jamais dit que là, maintenant, c'est le truc que je pourrais avoir. Et où est-ce que je serai dans 5 ans, tu vois. Donc, quand il y a un pépin, tu vois, j'essaye de faire ça, voilà. Et j'essaye d'en parler. Avant, j'en parlais pas. Maintenant, j'en parle. Et j'en parle, mais par contre, j'en parle qu'à Pauline. Voilà. c'est déjà pas mal. Une première étape importante. Ok, je pense qu'on arrive à la dernière question. Vas-y. Ici, on adore les passes décisives. Ouais. À qui, dans ton réseau, à qui tu penses qui a réussi à installer
une autorité en tout cas dans ce qu'il fait, voilà, à qui tu ferais une passe décisive pour venir partager ici sur ce podcast? Alors, il y a 2 personnes que ça, c'est la seule question à laquelle j'ai vraiment travaillé et réfléchi pour être tout à fait honnête. Là, regardez la dernière. Non, je me suis dit, putain, qui c'est? Faut que je vexe personne. Dans la restauration, si tu veux garder quelqu'un dans la restauration, il n'a pas forcément une énorme boîte, mais c'est un très bon communicant, je trouve, et puis qui a une personnalité qui est. Je pense qu'il est autant aimé que détesté. C'est Jean Valfort. Et c'est même pas un pote, tu vois. C'est une connaissance professionnelle. C'est un ennemi. C'est un ennemi, je déteste. Non, je pense qu'on s'estime respecté, tu vois, mais on se parle ponctuellement. Et ce que j'aime avec lui, parce que je suis un peu, c'est que putain, le mec, il parle, quoi, tu vois. Genre, il aime pas, il dit, hein. Puis il s'en branle, mais à un niveau Jeux Olympiques, hein. Mais vraiment, pareil sur les réseaux, le mec, il va se tirer dans les commentaires, il met des énormes missiles aux gens. Ça, j'adore, tu vois. Et il est bon. Il a monté ce qu'on appelle le Panorama Group. Okay. Et à un moment, il possédait plein de restos dans le passage du Panorama. Et des trucs intéressants. Il a toujours eu des partis pris. Il est très bon en expérience. Il est malin. Il est critique. Voilà. Je crois qu'il en a un peu moins maintenant parce qu'il se focalise sur des affaires en province, dont une très belle affaire à Nice. Bref, lui, c'est un. Et l'autre, que j'adore et qui, pour le coup, en tout cas, je considère comme un ami. J'espère que lui aussi. Même si on se voit très peu, mais on a une affection. Et moi, j'ai un respect pour lui incroyable. C'est Ludovic Gérodon. Lui, mon pote, lui, il était au Réseau Entreprendre, il avait une boîte qu'il a revendue, qui après il a bossé au Réseau Entreprendre et il s'est barré pour écrire un bouquin qui s'appelle Dream Team sur le management. Donc le mec a été top 1 des ventes quand même sur base de tous les rencontres d'entrepreneurs qu'il a eu et il en a sorti des best practices. Et ça, honnêtement, ce bouquin je l'offre de temps en temps et je le feuillette. En plus c'est un bouquin et ça, ce mec, et puis du coup il est top voice LinkedIn de ouf, donc c'est un mec. Et lui raconte pas des conneries. Alors lui et ses formations sont méga quali, j'ai des potes qui l'ont fait, et moi, on m'a dit non, c'est un mec solide, humble et pour le coup qui a à apprendre à 1 million de personnes, mais qui a fait 3 métiers différents et à chaque fois il a fait très bien, tu vois. Et il est jeune, hein, il a une petite quarantaine, donc c'est pas non plus, tu vois. Il a 35, 36, 37, je sais même pas d'ailleurs. Okay. Mais tu vois, et il est bon. Tu vois, il est bon. Et puis il a une vie de famille à côté. Il est bon. Il est juste bon. Voilà. Et ça, lui, je pense qu'il. Et il est rompu en plus à l'exercice, je crois, un peu. Donc je pense que tu auras beaucoup à. Voilà, bon, bah, voilà pour cool. les deux passes décisives, tu vois. Voilà. Merci pour les 2 passes D. Il faut que je mette 2 buts. Dernière question. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, d'en savoir plus sur toi, sur Gallica? Pour en savoir sur Gallica, comme je suis nul sur les réseaux sociaux, vous allez quand même m'aider. Sur Insta, on commence à un peu faire et tout. Voilà, donc ça, c'est sur Gallica. Et sinon, c'est LinkedIn. Tu vois, me joindre, je prends pas souvent la parole. Parce que du coup, syndrome de l'imposteur, je me trouve pas légitime, voilà. Et mais là, je suis assez, tu vois, je suis quand même tous les jours dessus. Je réponds globalement à 80% des gens. Donc ça, par contre, voilà, LinkedIn, voilà, okay. Ça c'est le mieux, tu vois. Voilà. Top. Bah merci beaucoup, Julien, merci, pour Matt, le partage. Avec plaisir, c'était top.